Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 7 de Vue du banc. On se retrouve en ce lundi 14 septembre, d'abord pour débriefer deux rencontres, PSG Marseille et Liverpool Leeds, et ensuite pour nous projeter sur les équipes qu'on aura envie de regarder, de mater à la télévision ou au stade cette saison si les stades rouvrent petit à petit. Et dans cette optique, je suis évidemment accompagné des deux tauliers habituels des castors allumés. Salut d'abord Florent Tonucci. Salut Raphaël. C'est avec toi qu'on parlera du PSG OM, et puis ensuite avec Christophe Cuchely. Salut Christophe. Bonjour Raphaël. Avec Christophe, on parlera aussi de Liverpool Leeds, et puis après on se projettera, comme je l'ai dit, sur les formations à suivre cette saison pour diverses raisons, des nouveaux coachs, des nouveaux joueurs, des nouvelles idées, des doutes, des envies, on verra bien. On ira sur les 5 grands championnats, on en aura 2-3 à chaque fois par championnat. Mais d'abord, messieurs, et on va essayer d'être synthétique aujourd'hui parce qu'on a un très gros programme, Florent. On va commencer par la victoire, la première en 9 ans, de l'OM contre le PSG, cette fois en plus au Parc des Princes, victoire 1-0. Dans un match qui avait plutôt bien démarré sur le plan du jeu et puis qui est très vite devenu un match de virilité. Oui, c'est ça. Oui, bon, un match qui avait bien démarré, était même gentil, je pense. Enfin, on voyait assez rapidement quand même que les joueurs parisiens avaient envie d'attraper certains joueurs marseillais. Je crois que Payet échappe à quelque chose assez vite dans le match. Donc ouais, non, un match qui bascule assez rapidement dans le n'importe quoi, pas aidé non plus par la prestation, je trouve, de l'arbitre. Là-dessus, je rejoins un peu ce qu'a dit Leonardo en disant que Maître Brizard, qui n'a, je crois, qu'une finale de Coupe de la Ligue et quelques matchs de Ligue Europa à son actif pour un match comme ça. J'aime beaucoup que tu l'appelles Maître Brizard. Oui, ah oui, j'ai même pas fait attention. Mais bon. Ça, c'est des formations Fort Boyard, c'est un maître du temps en fait. Et Maître Renard aussi peut-être. Enfin bref. Non, mais j'ai trouvé que le match avait été très compliqué pour lui. Il a sorti des cartons très vite, mais je pense que c'était un peu pour calmer tout le monde et en fait ça a plus énervé, j'ai l'impression, que calmer les esprits. Donc ouais, match très compliqué pour lui, qui termine très mal pour le coup. On reviendra pas sur certaines décisions un peu bizarres, mais globalement, ouais, bon, côté Marseillais, pour revenir au terrain, une équipe qui voulait fermer l'axe avant tout, Paris qui a été obligé de passer par les côtés, mais Paris qui avait enfin un centreur, notamment côté droit avec Florenzi, qui aurait pu être passeur décisif dès les premières minutes de jeu. Donc voilà, l'histoire tactique du match se résume un peu à ça, et ensuite à des Parisiens qui petit à petit perdent le fil et finalement ont de moins en moins d'occasions au fil des minutes. Ouais, je dis bien démarrer parce que je trouve que sur le plan du jeu, Paris avait été plutôt bon au départ avec notamment un gros pressing à la perte, ce qui pouvait paraître étonnant pour ce 13 septembre, quelques semaines après avoir eu un gros parcours en Ligue des Champions et pas vraiment une reprise puisque la moitié des joueurs ne pouvaient ni s'entraîner ni jouer. Donc ça m'avait plutôt bien plu. Et puis ensuite, quand il y a eu commencé à y avoir des coups, Paris est un peu tombé dedans. Et on a revu par contre, Flo, un peu ce que Paris avait tenté de faire contre l'Atalanta et en fait ce que Paris faisait ces derniers mois et même depuis, on peut dire, 1 an ou 1 an et demi, c'est-à-dire que Neymar a une telle liberté que ça vampirise le projet de jeu. Alors il y avait déjà cette dépendance à certains joueurs avant au PSG, notamment à l'époque d'Ibra, où Ibra, tu sentais qu'il attirait les ballons et que tout le monde voulait jouer avec lui. Mais là, avec Neymar, c'est de plus en plus prononcé et j'ai peur que le parcours européen te fasse croire que ça pouvait marcher sur le long terme, alors que c'est vraiment 2 matchs, Leipzig et l'Atalanta, et en plus Leipzig où Di Maria avait été excellent aussi, avait beaucoup touché le ballon, que tu ne peux pas extrapoler pour la suite. Et je trouve que Paris risque de retomber vite dans ces problèmes-là, et je pense que ça fera autant de mal à Neymar qu'à Tuchel, parce que le match d'hier, tu penses qu'aucun des deux n'en sort grandi, et encore moins Neymar qui, dans la gestion des émotions, a montré que c'était souvent difficile pour lui. Et puis surtout, quand Neymar se balade sur tout le terrain face à l'Atalanta, c'est assez logique parce que il va demander la balle dans des espaces où, enfin, laissé par l'Atalanta qui sort mettre la pression. Mais là, Neymar qui décroche à hauteur de ses centraux. Alors, il a pas fait tout le match, mais il l'a fait 1 ou 2 fois. Face à un bloc marseillais où ils sont à 11 derrière, ça n'a pas vraiment de sens après parce qu'il manque forcément quelqu'un plus haut. Alors, un joueur comme Herrera essayait de compenser en allant plus haut lorsque lui décrochait. Mais oui, c'est beaucoup plus problématique. Un Neymar en liberté face à l'OM où l'OM ne va pas chercher et t'as pas besoin forcément d'un Neymar qui va décrocher parce que l'adversaire ne vient pas te presser, donc t'as pas besoin d'un joueur capable de te sortir de la pression à 60 mètres du but. Neymar devrait être plus haut, placé entre les lignes. Et c'est là en ça d'ailleurs qu'il y a une différence avec Ibrahimovic. Ibrahimovic décrochait, mais que quand
il y avait vraiment rien à proposer, etc. Là, Paris, bon, certes, il y avait Idrissa Gueye, mais il y avait quand même Verratti au milieu pour remonter les ballons, et les ballons remontaient assez facilement, parce que l'OM les laissait faire jusque dans ses 40 mètres quasiment. Et du coup, avoir un Neymar en grande liberté, en effet, sur un match comme ça, il s'éparpille plus qu'autre chose, en fait. Ouais, on l'a souvent vu côté gauche, hein, il a lui retrouvé un peu sa position barcelonaise où il reçoit collé à la ligne de touche et il essaye de partir depuis cette zone-là. Et c'est pas dans ces zones-là qu'on l'avait trouvé très bon contre l'Atalanta. C'était plus entre les lignes à partir d'une position plus haute. Pour décrocher, un petit mot sur Florenzi, tu l'as mentionné, Florent, qui a fait un très bon match, de la variété dans les centres, plutôt intelligent. On a l'impression que Paris a un peu trouvé un Maxwell droitier. Alors il n'y a pas forcément la même finesse balle au pied, les mêmes capacités pour combiner vraiment dans les tout petits espaces, mais tu sens que ça réfléchit avant de centrer. Oui, et puis il y a cette qualité, comme tu viens de le dire, de centre, cette variété qui apporte beaucoup et qui devrait apporter pas mal de choses au PSG, parce que jusque-là, ils n'avaient pas forcément de joueurs comme ça. Et en plus, Paris est une équipe qui a quand même beaucoup de joueurs pour fixer à l'intérieur. Sur ce match, c'est Sarabia qui a souvent fixé à Mavis, qui a libéré de l'espace à Florenzi. Et Paris ne manque pas de joueurs capables de faire ça. Il y a Di Maria, il y a Neymar évidemment, même si c'est plus de l'autre côté. Il y a Mbappé qui peut le faire. Du coup, un joueur comme Florenzi risque d'avoir pas mal d'espace à exploiter et donc pas mal de centres à envoyer tout au long de la saison. Et avec cette qualité de là qu'il a montré face à l'OM, il risque de faire pas mal de passes décisives. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui va rendre de nouveau Icardi utile dans la surface de réparation, parce que c'est un petit peu ce qui manquait aussi aux Parisiens sur ce match-là. C'est un véritable neuf capable de mettre ses centres au fond, même si je crois Neymar a une occasion de la tête. Ouais. Et qui a l'occasion en tout début de partie aussi de je ne sais plus qui avec l'arrêt de Mandanda. Mais sur ces deux occasions-là, peut-être qu'un 9 fait mieux, et peut-être que aussi sur pas mal d'autres centres de la part de Florenzi, je crois qu'il y en a 7 ou 8 dans ce match, peut-être qu'un 9 fait encore mieux pour s'imposer dans la surface, parce que les Marseillais en ont renvoyé pas mal quand même aussi. On verra en tout cas la suite pour Florenzi, qui est un des rares joueurs qui n'a pas pris un carton rouge, donc il sera dispo lors des prochains matchs, parce qu'il y a quand même eu 5 cartons rouges, je crois, au final, parce que ça finit à 8 contre 9. Ouais, c'est ça. C'était un match de FSGT à la fin. Un petit mot sur l'OM et même plusieurs mots sur l'Olympique de Marseille. Tu as parlé du style de jeu et du plan de jeu, Flo, avec un bloc assez bas. On va surtout parler des individualités sur ce match, avec notamment un Thauvin qui revient bien, avec un Rongier qui a été bon, avec peut-être un mot à dire sur Lopez, qui avait été annoncé faux neuf, qui l'a pas vraiment été. Qu'est-ce que tu gardes de la performance marseillaise qui était très heureux de s'imposer au parc? Ça a montré les muscles à la fin. Ouais, ça c'était Payet devant le virage, enfin le virage. Payet avait aussi beaucoup parlé avant Lyon, et ils avaient gagné. Donc là, ça fait 2 fois que cette technique fonctionne. Pour le coup, il a délivré, comme diraient nos amis américains, lui aussi, puisque je l'ai trouvé très bon sous pression. Alors certes, il perd quelques ballons, mais lui, Rongier, Thauvin ont fait pas mal de bien à l'OM quand ça prenait la pression, et notamment le contre-pressing parisien que tu évoquais tout à l'heure. Ça allait de mieux en mieux d'ailleurs au fil du match, j'ai trouvé. Après, je retiens surtout la prestation de Rongier personnellement, qui d'ailleurs est un petit peu matché par les stats, parce que il termine avec 62 ballons touchés, c'est le record côté marseillais, 9 tacles dont 7 réussis, 4 fautes quand même aussi, parce qu'il fallait y aller, 81% de passes réussies. Dans le contexte de l'OM sur ce match-là, c'est plutôt correct pour un joueur comme lui, qui en plus n'hésitait pas à se projeter et à accompagner les rares sorties de balles marseillaises. Donc je trouve un match très très complet de sa part et très intéressant, même si c'est dans un registre très spécifique face à un adversaire bien particulier. Oui, tu t'as parlé de Payet, c'est vrai que cette force sur coup de pied arrêté, t'as envie de dire, il pourrait même faire à un moment 104 kilos, s'il est toujours capable de frapper les coups de pied arrêtés comme ça. À la limite, il devrait devenir kicker, comme les rôles dans le foot US, parce que celui qui tire, c'est un peu la Zidane pour Henry, mais en 2 fois plus longue. Ouais, c'est ça. Pour Thauvin. La cloche est gigantesque, la parabole que ça fait. Et elle tombe quasiment dans la même zone au deuxième poteau. Bon, la personne n'avait oublié de faire ses lacets, mais c'est à peu près la même histoire. Je t'avais posé une question hier sur Facebook, Flo, et je vais te la reposer dans le podcast. Aujourd'hui, le PSG a 7 points de retard sur les leaders qui sont, je crois, Monaco, peut-être Saint-Etienne juste derrière. Lille et Rennes. Ah, Lille et Rennes. À partir de combien de points de retard pris par le PSG, tu crois au titre d'une autre équipe? Ouais, on en avait parlé hier et on était arrivé à peu près à la même conclusion, en se disant que la saison dernière, Paris partait sur un final avec 90 points, après 38 journées, et l'OM, qui était deuxième, était à 76 points
Et du coup, 90 moins 76, ça fait 14 points d'écart. Et je pense que ouais, dans ces eaux-là, tu peux peut-être commencer à croire à quelque chose. Donc il y a quand même pas mal de marge encore aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ce PSG-là ira chercher autant de points que celui de la saison dernière? C'est une question qui peut se poser. Mais je Sachant là, pense, ouais, peut-être que tu vas avoir des grosses suspensions pour pas mal de Parisiens. en plus, et pas mal de Marseillais d'ailleurs aussi, parce que Alvaro, on va voir ce qui va se passer notamment après les propos qu'il aurait tenus. Mais sur cette histoire de points, oui, je pense que une bonne dizaine, j'y croirais pas avant une bonne dizaine. Je pense peut-être moins que 15, mais 12, 13, 14. Ton chiffre c'était 14. Je pense qu'il va falloir encore quelques faux pas du PSG sur ce début de saison pour vraiment y croire, en espérant en plus que les équipes qu'on a évoquées jusque-là, qui sont aujourd'hui en tête, Monaco, Lille et Rennes, ne ralentissent pas déjà. J'ai une question qui va traverser le vélo et le foot, Christophe. Est-ce que tu crois plus à un titre d'une autre équipe que le PSG ou à un sacre d'un autre coureur que les deux Slovènes? Oula, je dirais quand même un sacre d'une surprise sur le Tour de France parce que tu as des variables sur les blessures, machin, des échappées, des choses qui peuvent quand même un petit peu échapper à une forme de rationalisation. Alors que pour le PSG, je pense que, alors forcément, ça peut être un chiffre qui va varier s'il y a un club qui fait une saison comme Monaco l'a fait l'année où Monaco est champion, où vraiment tout sourit et chaque occasion est convertie. Maintenant, après, t'as deux façons de voir le parcours des autres équipes, parce que bon, Paris, on sait que globalement, je pense qu'au bout d'un moment, ça va finir par se redresser, et que le total de points ne va pas non plus varier dans des proportions incroyables. La vraie interrogation, c'est de savoir qui de Monaco, Rennes, Lille, voire Saint-Etienne, même si j'y crois pas, mais dans l'absolu, Saint-Etienne est à 100% de victoire. Laquelle de ces équipes peut augmenter son total de points des années précédentes de 5, 6, 7 unités? Lyon qui était allé très bas les années précédentes. Ouais, j'y crois un petit peu moins, effectivement, on peut mettre aussi Lyon. Là, c'est juste que je te citais, voilà, les équipes à 7 points. Lyon ayant joué un match de moins, ils n'y sont pas. Mais c'est vrai qu'au moins, tu peux dire que ces équipes-là marquent des points sans être totalement convaincantes. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est une forme de trompe-l'œil, soit elles vont monter en puissance. Et qu'une équipe, alors je parle de Lille parce que c'est l'équipe que je suis pour divers médias et l'endroit où je vis, mais que Lille soit à 7 points avec deux attaquants qui ont pour l'instant toutes les difficultés du monde à se trouver, tu te dis que si la machine se met en route et que tu gardes un peu cette efficacité, ça peut faire un total de points pas dégueulasse. Maintenant, ça reste quand même largement entre les mains des Parisiens. Très bien, ce sera le mot de la fin sur ce PSG-OM. On fait court, on vous l'avait prévenu. Et on passe à Liverpool-Leeds, l'autre match du week-end, en tout cas l'autre match qui nous a intéressé. Victoire 4-3 de Liverpool, j'ai envie de dire avec un match fou. Florent, Christophe, ce que vous avez vu tous les deux, je reste avec toi Christophe parce que j'ai beaucoup parlé avec Flo. D'abord, une question, comment Leeds a joué pour son premier match en Première Ligue depuis très très longtemps et le premier match de Bielsa en Première Ligue? Alors en 4-1-4-1, système assez classique utilisé par Bielsa ces dernières années, qui en plus, bon, la face à trois attaquants du côté de Liverpool, t'avais la défense à 4 logique, et c'est le système préférentiel utilisé par Bielsa avec vraiment, c'est très important de dire 4-1, 4-1, pas 4-4-2, pas 4-5-1, enfin voilà, parce que Calvin Phillips, le numéro 6, évolue vraiment entre les lignes, à la fois la ligne défensive et la ligne du milieu. C'est vraiment lui qui va être recherché sur chaque sortie de balle, et son rôle est essentiel, et le fait que Leeds marque 3 buts est quand même assez intimement lié à son bon match, parce que non seulement il en amène un, alors pas que lui, parce que l'action, il fait une belle passe, mais ensuite Jack Harrison doit faire un super truc pour la poursuivre, et Alexander Arnold et Gomez doivent se gêner. Enfin bref, il y a tout un enchaînement de faits qui suivent ça. N'empêche que le premier but de Leeds part quand même de sa qualité de passe et sa qualité de jeu sur des transversales, du jeu mi-long, voire du jeu long. Donc c'est la premier 1 à noter, et puis ensuite Bamford qui est vraiment séparé du reste, même si les ailiers vont venir le soutenir. Il y a quand même vraiment ce numéro 6, ce numéro 9, les deux pointes. Donc ça, c'est pour le système. Et sinon, pour l'animation en général, c'est quelque chose d'assez classique, avec un pressing vraiment très haut, qui te fait prendre pas mal de risques, mais qui te permet de récupérer des ballons assez hauts face à cette équipe de Liverpool. Et avec ballon, cette volonté de toujours construire, mais de vraiment alterner jeu court, jeu mi-long, voire jeu long, ça dépend comment tu le caractérises, mais vraiment d'être capable de relancer sous pression. Mais une fois qu'on a pris un peu cette habitude de relancer sous pression,
partir du principe que Liverpool va venir de plus en plus te chercher pour t'empêcher de relancer et du coup en profiter pour essayer d'allonger et de profiter des espaces un petit peu plus hauts sur le terrain. Alors, Leeds a quand même marqué 2 buts assez fous, Florent. Et d'ailleurs, ça se voit sur les expected goals parce qu'ils sont pas tellement élevés par rapport à l'impression visuelle. Qu'est-ce que ça promet pour la suite du championnat? On se rappelle que l'an dernier, Norwich avait très bien démarré avec une équipe joueuse également et quelques talents comme Cantwell, comme Pukki qui avaient été forts. Là, Klich et Harrison mettent 2 buts magnifiques. Est-ce que dans la performance contre ce Liverpool-là, tu vois la capacité de Leeds à battre des équipes, disons, d'un niveau plus moyen, intermédiaire, les Fulham, les West Brom, les West Ham, toutes ces équipes-là avec qui il va falloir lutter pour le maintien? Déjà, quand tu prends les buts encaissés face à Liverpool, il y en a 4, il y en a 3 sur coup de pied arrêté, il me 4. semble. Les 4 même. Et il y a même des pénaltys obtenus à partir de coups de pied arrêtés, donc il y a ce problème-là. Il y a 2 pénaux, pardon, et le corner de Van Dijk, et je crois que c'est le but de Salah, parce que Kri le met dans les coups de pied arrêtés, c'est parce que c'est dans un deuxième temps, je crois, sur le coup de pied arrêté. Oui, après un premier dégagement, ouais, c'est vrai, la reprise de volée. Mais donc déjà, quand tu vas affronter des équipes plus petites, il va falloir régler ça. Après, je pense que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, certes, je me disais, et on en avait parlé quand on avait fait notre spécial sur Leeds, après la montée et le titre en Championship, je me disais que le marquage individuel de Bielsa allait se heurter à certaines limites en Première Ligue. Et face à Liverpool, on a quand même vu, au-delà des problèmes sur coup de pied arrêté que j'ai déjà évoqués, on a quand même vu quelques soucis dans les 1-contre-1, notamment Mo Salah qui a vraiment posé des problèmes à Dallas, du coup, sur son côté gauche. Je crois que Salah tente 15 dribbles dans le match, il en réussit 7, mais il y avait vraiment une impression de supériorité côté Liverpool, ce qui est évident parce que individuellement ils sont meilleurs, donc les Keita, les Mané, les Salah, quand ça accélère, et en début de partie tu te disais oula, ça risque d'être très compliqué parce que la plupart des duels tournaient à chaque fois à l'avantage de Liverpool. Et il y a eu ensuite cette réaction et cette capacité à rester dans le match et à être efficace pour une fois avec Harrison qui marque quasiment sur la première occasion de Leeds. Et surtout cette capacité à être dangereux parce que en se projetant toujours en nombre, c'est-à-dire comme le disait Christophe tout à l'heure, dès qu'il réussissait à sortir un petit peu de la pression de Liverpool, à chaque fois il y avait toujours 3, 4 voire 5 joueurs qui étaient prêts à se projeter et à mettre beaucoup de pression sur la défense centrale de Liverpool, qui a craqué plusieurs fois, qui a fait des erreurs, etc. Et je pense que ça, cette capacité à se projeter en nombre, c'est quelque chose que Norwich n'avait pas forcément. Et je pense que c'est quelque chose qui peut permettre à Leeds de marquer assez régulièrement, même si Liverpool offre certains trucs. Leeds, je pense, est allé en chercher beaucoup d'autres. Et je pense que ça peut leur permettre quand même de voyager face à des adversaires directs. D'ailleurs, ils vont en retrouver un dès la prochaine journée, parce que je crois qu'ils affrontent Fulham. Donc on aura déjà une idée plus claire de ce que peut faire Leeds cette saison en Première Ligue. Maintenant, je reste sur ce que j'imaginais de leur saison l'année dernière, c'est-à-dire des matchs difficile individuellement et défensivement face aux plus gros, mais une base quand même de championship assez solide pour se maintenir, pas forcément tranquillement, mais avoir une place bien tranquille en milieu de tableau, comme d'autres promus l'ont fait dernièrement. Je pense par exemple à Sheffield United et Brighton. Christophe, une question pour toi qui concerne cette fois Liverpool par rapport à ce match que tu as vu et les rumeurs de cet été. Est-ce que Liverpool a besoin de Thiago ? Oui, c'est au prix annoncé, j'ai envie de te dire que sans forcément qu'il remplisse un besoin vraiment criant, c'est pour moi une opportunité à saisir. Après, c'est sûr que je sais pas si ce match-là est celui qui te montre nécessairement que tu as vraiment besoin de Thiago, mais je pense que ça te ferait pas beaucoup de mal notamment sur le poste de Wijnaldum par exemple, si tu es capable parce que effectivement, Henderson, je suis pas ultra fan maintenant quand tu vois sa saison dernière, ce qu'il est capable d'apporter à la fois sur le terrain et je pense dans l'aspect un peu psychologique, gestion du groupe, c'est intéressant. Naby Keita va, je pense, monter en puissance et je suis assez confiant sur le fait qu'il puisse avoir un rôle assez important au milieu de terrain. Maintenant, Wijnaldum, où il y avait des rumeurs, alors j'ai aucune idée de la pertinence de ces rumeurs parce que là, cette période de mercato, il y a beaucoup de choses qui sortent, il y a quasiment rien qui se signe, mais Wijnaldum qui est annoncé proche du Barça à un moment. Je t'avoue que sur ce poste-là, c'est un
bon, voire très bon joueur dans son rôle de box-to-box, d'ancien milieu offensif replacé. Maintenant, si tu es capable de mettre un Thiago à ce poste-là, je pense que face aux équipes qui vont venir te presser, ça peut être intéressant. Après, est-ce qu'en théorie, ce serait pas un Henderson qui monterait un peu plus haut et un Thiago qui jouerait plus bas? Mais ça pose la question de que faire de Fabinho dans ce cas-là. C'est ça que j'ai un peu du mal à imaginer dans un Liverpool en 4-3-3, de voir Thiago vraiment relayeur. J'ai l'impression que ça fait quand même longtemps qu'il a pas joué aussi haut sur le terrain. Après, moi, dans ma vision du truc, ça peut aussi s'adapter au profil de l'adversaire. C'est-à-dire que si t'es face à une équipe de Leeds, ça peut être intéressant d'avoir Thiago en point de basse pour pouvoir justement résister à cette pression, et une fois que t'en sors, avoir des 1 contre 1 pour Mané et surtout Salah, qui dans des matchs comme ça se régale, qui a d'ailleurs retrouvé une certaine tonicité. Je sais pas si c'est le fait de raser un petit peu ses cheveux, mais effectivement, il était quand même très vif. Mais après, face à des équipes qui seraient, elles, plus basses, tu peux te dire qu'un Henderson peut jouer point de basse dans la mesure où il sera pas attaqué, et même si ça passera assez neutre, demander à Thiago, lui, d'évoluer un cran plus haut et de lui essayer de trouver des solutions par la passe dans les 30 derniers mètres, en tout cas 30, 35 derniers mètres, enfin voilà, dans des espaces plus resserrés face à des blocs bas. Si tes joueurs de 1 contre 1 ont en fait des 1 contre 2 ou des 1 contre 3 à jouer parce que la défense adverse s'assoit devant sa surface. Mais enfin, tu vois, je comprends ta question. Après, Naby Keita, pas forcément une valeur sûre sur le plan physique. Le fait d'avoir 4-5 joueurs pour 3 postes pour une équipe comme Liverpool me semble pas démesuré, parce que c'est une problématique qui peut se poser. Enfin, tu vois, par exemple, du côté du Real, tu te dis, bon, Modric est quand même un peu sur la fin, mais tu te dis, Modric, Kroos, Casemiro, oui, mais t'as un Valverde derrière. Qu'est-ce que tu fais de Valverde? Bon, ils sont 4, voire 5 si tu rajoutes un ou deux autres mecs derrière pour 3 postes, ça me paraît pas délirant pour ce type d'équipe. Si tout le monde est apte, effectivement, il y aura des questions et des choix à faire. Après, bon, c'est pas forcément la logique historique du foot d'avoir autant de bons joueurs dans une même équipe, et j'avoue que je préférerais qu'il y ait une répartition des forces un petit peu plus équilibrée. Mais à partir du moment où Thiago peut potentiellement partir du Bayern, je pense que Liverpool aurait quand même largement les moyens d'utiliser. Et enfin, tu vois, Thiago était même pas forcément indiscutable pendant toute la saison au Bayern l'année dernière, donc t'as même pas forcément l'obligation de le faire jouer à tous les matchs, parce que lui n'avait pas ce statut d'incontournable dans son club précédent. Très bien, merci pour ce petit rappel, Christophe. On va pouvoir passer à notre deuxième partie de ce podcast, les équipes à suivre cette saison. Et on va commencer par la Ligue 1, Florent, évidemment, notre championnat, qui a été plutôt spectaculaire ce week-end, avec notamment un but de Cardona, je pense, légendaire. Enfin, les gens qui l'ont vu continuent à le voir, les gens qui ne l'ont pas vu, allez le voir, parce que c'est vraiment un but où le gars est en suspension pendant 1 ou 2 secondes et arrive à remettre de la force dans sa jambe et de l'explosivité en étant dans les airs. Ce qui est assez incroyable, mais j'en ai pas là pour parler de ça. Cardona, ancien de Monaco, d'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse. Absolument. Oui. Formé la base, qui me fait une très belle transition vers nos équipes à suivre cette saison, puisque l'ASM, Florent, est quasiment ton premier choix. En tout cas, quand on a préparé ce podcast, il y avait cette équipe qui a été citée par vous deux, messieurs. Monaco, qui est aujourd'hui leader ex aequo, 7 points en 3 matchs, avec Robert Kovac qui est arrivé, avec Paul Mitchell du Red Bull Leipzig qui est arrivé aussi. Pourquoi suivre cette équipe cette saison, Flo? Alors, il y a pas mal de questionnements encore qui restent et d'interrogations, même si c'est la même chose, sur Monaco et notamment sa solidité défensive. Maintenant, je trouve encourageante leur animation offensive, c'est-à-dire ce qu'on voit dans le début de cette saison, leur première sortie, à savoir un 4-3-3 avec des relayeurs placés très très haut dans les half space. Alors dans les premiers matchs c'était Golovin et Tchouaméni. Là face à Nantes ce week-end c'était Sofiane Diop qui jouait parce que Golovin était blessé il me semble. Et donc ces relayeurs placés très haut, un 6 qui sur ce match-là était organisateur puisque c'était Chas Fabregas qui a d'ailleurs eu tout le temps du monde et tout l'espace du monde pour jouer pendant quasiment 90 minutes face au 4-4 de Nantais qui s'est jamais ajusté pour l'empêcher de jouer. Bon, ben ça c'est un détail, c'est autre chose. Mais bref, une identité quand même déjà très très marquée, des relayeurs donc placés très haut dans le half space, derrière Ben Yedder qui occupe toujours la pointe de l'attaque, des joueurs de provocation sur les côtés, des latéraux qui peuvent se projeter et dédoubler si nécessaire, et derrière une défense centrale qui est ultra dangereuse sur coup de pied arrêté, puisque je crois que Badiachil et Disasi ont déjà tous les deux marqué, sachant qu'en plus Monaco a aussi des tireurs de coup de pied arrêté. Bref, il y a quand même un ensemble qui fait que Monaco peut être une équipe très plaisante à regarder collectivement, parce que les joueurs ont l'air au bon poste,
Même si j'attends de voir comment Tchouaméni va évoluer aussi haut sur le terrain, s'il est capable de se mettre à marquer des buts et s'il est capable d'être un peu plus fiable dans les 30 derniers mètres que ce qu'il avait montré jusque-là. Mais voilà, il y a déjà une patte en fait sur cette équipe. Maintenant, à voir comment ça va s'étoffer, comment ça va se passer lorsque Monaco va rencontrer une première vraie difficulté dans la saison, un premier vrai adversaire, puisque jusque-là, Ils ont joué c'était... Metz, Reims et donc Nantes. Stat amusante parce que tu parlais de Pat, Flo et Mitchell et Kovac avaient parlé notamment de transition, de pressing, d'un football un peu plus direct que celui de Robert Moreno. Et contre Reims, ils finissent à 76% de possession, contre Nantes à 59% quasiment, et contre Metz, ils ont fini le match à 10, et même ils ont été un joueur exclu dès la 46e minute, donc ils finissent qu'à 45%. Enfin, c'est pas du tout une équipe sur de la transition du pressing pour le moment. Peut-être parce que les adversaires sont plus faibles, mais Ouais, c'est ça. voilà, faudra voir en effet contre une équipe du même niveau. C'est ça, faudra voir en effet quand ça va croiser Lille, quand ça va croiser Rennes dès ce week-end. Je crois que c'est Rennes-Monaco au programme samedi soir, il me semble. Donc voilà, il y a pas mal de choses à voir, mais c'est vrai que ce début-là est plutôt prometteur avec des idées très marquées pour construire. Maintenant, voilà, il y a plein d'autres facettes de cette équipe qu'on n'a pas encore découvertes. Et là, je reviens à ce que tu disais sur le pressing, les transitions et surtout les séquences où Monaco n'a pas la balle et doit défendre pendant longtemps à 11 contre 11 et ce qu'ils sont capables de sortir. Après, sur la fin de match contre Nantes, il y a eu une très bonne entrée, même si c'est peut-être très ponctuel, vu ce que disait Christophe à propos du joueur quand on en parlait hier, mais une très bonne entrée d'Onyekuru quand il a fallu exploiter des espaces en profondeur et jouer quelques transitions en fin de partie. Donc voilà, mais voilà, des débuts assez, on va dire, intrigants et intéressants pour l'ASM de Kovac. Christophe, soit tu nous parles de Monaco et on ne parlera que de Lens derrière, soit tu nous parles maintenant de Lens et on pourra peut-être mentionner une troisième équipe en Ligue 1, puisqu'on arrive là à être efficace, c'est une première dans l'histoire de Vue du banc. Je te laisse choisir, ça dépend si tu juges qu'il y a une troisième équipe qui mérite d'être mentionnée à un moment. Alors, il y a des équipes que Julien Maumont qui nous fait des commentaires endiablés, qui nous envoie 143 vidéos par jour, et j'exagère à peine, sur des animations, etc. Un truc totalement lunaire. Et les palettes qu'il fait en télé sur Téléfoot, mais x10. Avec, il faut le dire, heureusement on ne révélera pas, mais des takes assez forts, des prises de position parfois radicales de C'est Julien ça. Maumont, Mais qu'on fait un peu redescendre parfois, parce que Julien a vu qu'il a déjà vu à peu près tous les matchs 2 fois, connaît les joueurs il a très bien. déjà tout séquencé, mais il n'a pas vu les saisons précédentes, donc du coup, Voilà. il se base sur un échantillon très maîtrisé, mais très réduit. Mais en fait, oui, il nous a expliqué des choses, notamment sur Nîmes, sur l'animation nîmoise très ambitieuse. Maintenant, je les ai surtout vus sur des multiplex. J'espère avoir l'occasion et le temps de voir ça plus en détail. Mais là, comme ça, c'est plus des propos rapportés, donc je vais pas m'amuser à faire de la redite de ce qu'il nous a dit. Pareil, Lorient qui est très déséquilibré vers l'avant, mais qui moins essaie de proposer des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginé d'une équipe de Pélissier. Enfin voilà, mais je pense qu'on va attendre un petit peu et on parlait dans les semaines à venir si on a l'occasion de les voir, notamment dans les grands matchs. Rajouter quelques mots sur Monaco du coup et ensuite partir sur Lens. Simplement sur Monaco, pas redire ce qu'a dit Flo, mais quelques questionnements finalement pour alors pas pondérer, mais montrer un petit peu l'autre versant de la chose. Première question, alors c'est toujours la même avec Monaco, mais qu'est-ce que tu fais de cet effectif aussi large? Est-ce que tu vas être en mesure de maintenir impliqués tous les joueurs? Est-ce que tu vas réussir à te débarrasser de ceux qui sont indésirables? Alors a priori, j'ai l'impression que la césure est quand même assez nette et que globalement on sait sur quel joueur va s'appuyer Kovac. Mais voilà, il y a quand même cette interrogation-là. Deuxième petite interrogation, savoir comment va être utilisé Kevin Folland, qui est un très bon attaquant, qui avait failli être champion du monde finalement avec l'Allemagne. C'était le dernier écarté de la liste allemande qui était parti avec uniquement Klose en pur numéro 9, ce qui avait un peu surpris à l'époque parce que partir avec un seul 9 de métier alors qu'on avait 2 dans la pré-liste, c'était étonnant. Mais voilà, Folland quand même qui est dans le circuit depuis assez longtemps et qui est un joueur qui peut te permettre de beaucoup presser. Ça, c'est intéressant, mais à voir qu'est-ce que tu vas faire de lui, parce que là, il était plutôt aligné dans le couloir, dans une position un peu hybride qui l'amenait à se recentrer. Mais sur le match face à Nantes, il n'était pas dans une position de pur numéro 9. Donc, est-ce que tu vas faire de lui un attaquant aux côtés de Ben Yedder dans un 4-4-2? Est-ce que tu vas rester dans ton 4-3-3? Et du coup, qu'est-ce que tu fais de lui? Là-dessus, voilà, petite interrogation, mais ça n'empêche pas de gagner le match face à Nantes avec cette utilisation-là. La question du latéral gauche, j'avoue, Fodé Ballo-Touré, j'ai beaucoup de difficultés avec lui. Est-ce que tu vas réussir à construire
avec lui sur la durée, je sais pas, sachant que t'as perdu Heinrich. Alors tu peux avoir d'autres solutions, hein, face à Nice. Je ne sais même plus qui jouait, mais il y avait un autre joueur qui jouait au poste de latéral gauche, peu importe. Et la dernière petite question sur le milieu de terrain, est-ce qu'il sera suffisamment créatif ou pas? Il y a quand même une volonté d'intensité. Alors, ce sont des joueurs, on va pas les réduire à des coureurs, hein, mais les Tchouaméni, les Fofana, des gens comme ça sont capables de faire beaucoup de courses et d'être dans une idée de mettre de l'impact physique, où la dimension, on va dire technique, peut être apportée par des Golovin, par des Fabregas. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que du coup le fait de mettre Diop, notamment dans un milieu de terrain, va se pérenniser ou pas sur la durée? Vraie question. Donc voilà, il y a des incertitudes maintenant. Le fait de pouvoir compter sur Goebbels, notamment des joueurs comme ça, assez jeunes, Disasi, qui apportent vraiment des choses dans le domaine aérien et qui semble vraiment stabiliser la charnière avec Badiachil, c'est plutôt intéressant. Et ne serait-ce que le fait de bien débuter pour une équipe comme Monaco qui a quand même des soubresauts depuis quelques saisons, rien que ça t'offre la sérénité pour construire et du coup tenter des choses, relancer des Sidibé, machin, qui est quand même plutôt intéressant pour un projet relativement neuf, à la fois au niveau du coach et de la direction. Monaco qui est l'équipe avec peut-être le plus de variables en Ligue 1, puisque Onyekuru, Jovetic, Pellegrini, Goebbels, il y a 1000 scénarios pour leur saison. Jovetic peut très bien faire une saison où il se blesse pas, enfin, 1 sur 1000, et il te fait une top saison. Onyekuru, on sait pas vraiment ce que ça va valoir en Ligue 1. Pellegrini, j'ai l'impression que ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas vu jouer, mais quand on avait joué contre Bordeaux, Flo, on croyait qu'il y avait, enfin, on pensait que c'était Haaland, quoi. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce week-end, juste pour info, Pellegrini et Goebbels sont entrés, Goebbels a marqué. C'est déjà ça, c'est quelque chose de totalement nouveau pour l'AS Monaco. Je crois que c'est la première fois que les deux ont été sur un terrain avec l'équipe première en même temps. Et à ne pas oublier qu'il y a toujours l'option Maripane sur le banc pour jouer défenseur central, qui je pense est un des panic bugs les plus paniqués de l'histoire du foot récente, parce que il a tout de suite été effacé par les autres, avec Aoulou qui était aussi sur le banc. Parce que c'est vrai que Monaco a un effectif totalement improbable, mélange de tous ces mercatos précédents avec jamais la même direction sportive. Voilà pour Monaco. Christophe, on repart dans ton coin, dans ta région presque, avec Lens. Même pas presque dans ma région, effectivement. Pas le même Lens. département, mais le même coin. Lens qui fait un bon début de saison puisqu'ils ont battu le PSG. Ils viennent de battre Lorient, 3-2, malgré un carton rouge. Alors ils avaient perdu contre Nice en début de saison sans être ridicules pour autant. Bah non, ils avaient même dominé le match pour le coup. Ouais, ils avaient eu 16 tirs contre 4 même, je suis en train de vérifier. Donc ils avaient complètement dominé. Franck Hez, plutôt un bon début de saison. Pourquoi les suivre sur l'ensemble de l'exercice, sachant que Flo et toi avez choisi cette équipe? Alors déjà parce que je le connais pas particulièrement, hein, donc je vais pas m'inventer une relation avec lui, mais Franck Letz m'a l'air d'avoir des idées assez intéressantes, qui se voient sur le terrain, mais même dans le discours, ne serait-ce que ça. Alors c'est pas une garantie de succès, mais c'est déjà une première chose de pas avoir quelqu'un qui parle uniquement de duel et de choses assez vagues d'intention. La deuxième, c'est que son système est bien installé, et ça, alors c'est pas toutes les défenses à 3 ne se valent pas, mais son 3-4-1-2 avec Kakuta numéro 10, pour le coup, c'est une vraie proposition de jeu, je trouve. C'est pas un truc fait par défaut, les défenses à 3 qui sont là pour densifier face à des équipes qui vont avoir la possession pour du coup un peu voilà, bétonner entre guillemets. Là, t'as vraiment l'idée d'avoir 3 défenseurs, ça j'y reviens pas, mais sur le double pivot, un joueur qui sera plus box-to-box, l'autre qui sera plus relanceur, des latéraux qui sont des vrais latéraux de débordement. Donc là-dessus, c'est pas du défenseur à 4 replacé, ce sont des profils assez spécifiques, même si je suis pas ultra fan de Sylla côté gauche par exemple. Il est quand même, je trouve, plus à l'aise quand tu as une sécurité de 3 défenseurs derrière et que tu lui demandes de déborder que s'il était dans une défense à 4. Kakuta en 10, là pour le coup c'est vraiment son poste, même s'il peut être un bon numéro 8. Quand tu es numéro 10 d'une équipe qui n'a pas tout le temps la possession, qui peut être amené à plutôt jouer les transitions, donc avoir un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'espace, il peut faire valoir sa qualité de passe dans les 30 derniers mètres, donc là-dessus c'est intéressant. Et des options sur le poste le double poste d'attaquant. Alors toutes ne sont pas d'un très haut niveau. Ganago, c'est assez virevoltant. Alors il est marqué sur les 2 derniers matchs. Je suis pas sûr que ça soit forcément durable sur sa capacité de finition, parce qu'il a jamais forcément montré dans les années précédentes. N'empêche qu'il a un profil que si tu l'associes avec un joueur un peu plus de surface, type Banza Sotoka, va être assez complémentaire. Donc voilà, c'est pas sur la construction du 11, c'est pas animé par des joueurs incroyables, mais j'ai envie de dire que tout le monde est à la bonne place et que vraiment le système tactique a été défini en amont et que le recrutement a été fait pour occuper ces diverses places.
Et la deuxième chose, outre Seko Fofana qui va s'insérer dans ce milieu de terrain-là, ce qui peut encore te faire passer un cap, c'est que cette équipe de Lens, qui a des faiblesses aussi, notamment au milieu de terrain face à Paris, on a vu en première période qu'il pouvait y avoir certains trous et que des Verratti ou autres n'étaient pas toujours faciles à gérer. Il y a une volonté d'aller presser, qui a notamment étouffé Paris en seconde période, qui était également visible dans les 2 autres matchs. Et rien que ça, la volonté collective de pas devoir construire forcément de ton camp, mais de te dire que si tu récupères la balle dans les 30 derniers mètres adverses, ça peut t'offrir des occasions un peu gratuites, un peu facilement, avec un pressing très coordonné. C'est quelque chose finalement d'assez rare à l'échelle de la Ligue 1. Et là-dessus, Lens ressemble presque plus à une équipe de Bundesliga ou certaines équipes de Serie A qu'à une équipe de Ligue 1. Et ça fait plaisir pour le coup d'avoir Paris. Alors, tu vois, Paris a perdu ses 2 derniers matchs, donc il y a plusieurs façons de battre cette équipe et elle n'avait pas ses meilleurs joueurs loin de là face à Lens. Mais de voir que, ok, Marseille a adopté une posture plutôt réactive, plutôt défensive qui se justifiait, hein, mais que Lens ait pu vraiment déstabiliser cette équipe en allant les chercher dès la première relance. Je trouve ça assez ambitieux, assez intéressant, et donc à suivre si ce projet de jeu assez protagoniste va permettre à Lens de durer, mais c'est bien. Protagonique, c'est quand t'es vraiment très très dominant. Et du coup, l'équipe adverse est en grande souffrance en face. Voilà pour la Ligue 1. Alors, on aurait pu mentionner Saint-Etienne, Nice, Rennes, Lyon, toutes ces équipes-là, mais on aura l'occasion de revenir sur ces formations-là au cours de la saison. Et elles apportent moins de nouveautés que ne le font Monaco et Lens sur ce début de saison. Passons à la Première Ligue où on a 3. Alors, on va se concentrer sur 2 formations et Florent nous dira un petit mot de la 3e. Je vais vous demander à nouveau, messieurs, d'être assez synthétiques et on va commencer par Arsenal, qui a fait un bon début de saison, victoire, alors c'est plus le Charity Shield, je sais plus comment ça s'appelle, mais le trophée Community Shield, trophée de début de saison. Il y a nous sommes sans doute un nom de sponsor associé, je l'ai oublié, qui a battu Liverpool, là, qui a remporté son premier match de Première Ligue contre Fulham, 3-0, avec des, je sais pas qui est le plus inspiré sur les deux. On va commencer par toi, Florent, avec des principes de jeu qui se répètent, avec cette volonté de sortir le ballon proprement. Alors pas forcément beaucoup de recrues pour le moment, mais des joueurs qui sont, en tout cas, qui ont l'air de bien démarrer. Ouais, des joueurs qui ont l'air de bien démarrer et surtout, tu l'as dit, cette envie de ressortir la balle proprement qui a amené 2 buts quasiment copier-coller face à, je crois qu'Aubameyang justement c'était face à Liverpool le premier, et Ouais. donc face à Fulham là, il y a, si vous nous suivez sur Twitter, je crois que Raphaël tu l'as retweeté et moi aussi de toute façon, ce copier-coller et ces 2 buts mis côte à côte où on voit vraiment les mêmes circuits de jeu. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans cette équipe, c'est qu'il y a évidemment des problèmes évidents à certains postes et des faiblesses assez évidentes, mais il y a, comme le disait Christophe à propos de Lens, même si on n'est pas au même niveau, il y a tout le monde qui est à peu près à sa place. Et en plus, il y a dans le jeu d'Arteta, il y a une certaine polyvalence chez certains joueurs qui permet à Arsenal de varier certaines positions. C'est-à-dire qu'un Willian peut être compétent à l'intérieur, mais peut aussi récupérer la balle en position d'ailier pour envoyer des centres. Un mec comme Maitland-Niles, qui sur le papier démarre en position de latéral gauche un match, peut se retrouver aussi en tant que relayeur gauche et laisser le couloir, par exemple à Tierney qui va monter un cran plus haut. Du coup, il y a des capacités à varier. Aubameyang qui se replace côté gauche, mais qui peut être aussi un avant-centre lorsque le jeu se construit côté droit. Et le fait qu'il y ait cette polyvalence au niveau de certains postes, ça rend l'équipe beaucoup plus intéressante offensivement et capable de faire beaucoup plus de choses. Donc voilà, ça pose vraiment des bases intéressantes pour la saison. Après, est-ce que c'est une équipe qui aujourd'hui est armée pour aller chercher le top 4 ? Il leur manque peut-être 1 ou 2 joueurs et c'est là que la fin du mercato va être très importante pour eux parce que ça parle de Partey, ça parle d'Aouar et c'est sûr que si t'as un de ces 2 mecs là qui arrive, même si Aouar j'ai du mal à y croire et Partey j'ai toujours du mal à y croire aussi d'ailleurs, tu franchirais vraiment un palier de manière assez automatique. Mais il y a tu sens vraiment déjà aussi que Arteta a mis des choses en place en fin de saison dernière et t'as l'impression qu'Arsenal surfe là-dessus et n'a pas vraiment perdu quoi que ce soit pendant l'été et surfe sur ces travaux faits pendant le restart, etc. de la part d'Arteta. Après, c'est vrai que si Arsenal fait un très gros début de saison, Flo, tu vas perdre si par exemple fin septembre ils sont 2e, 3e, 1er, ça peut peut-être plus donner envie à Aouar et Partey de venir que tu vois que de les voir à la moitié du classement. T'as quand même une fenêtre de tir là qui peut te dire
ah, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, ça joue plutôt bien, peut-être qu'on peut aller gratter une place dans les 4 premiers, même si ça va être dur, et notamment avec une autre équipe dont on va parler. C'est ça, oui. Mais il y a vraiment, tu sens vraiment le taf qu'a fait Arteta sur cette équipe. Surtout quand tu te rappelles que sous Emery, le vrai souci d'Arsenal, c'est qu'Emery voulait les faire ressortir court et c'était une catastrophe au moment de ressortir les ballons. Là, il y a des sorties de balles déjà intéressantes et qui en plus t'amènent directement des buts, ce qui valide le projet de sortir court, d'insister sous la pression et malgré la pression adverse. Et donc rien que pour tout ça, il y a quand même pas mal de voyants qui passent au vert dans ce que veut faire Arteta. Et maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que l'équipe trouve enfin de la régularité et réussisse sa saison. Christophe, une autre équipe londonienne, c'est Chelsea, les Blues qui ont fait le recrutement, le mercato le plus fou cet été. Alors il y avait déjà Pulisic qui était arrivé l'an dernier, et puis là ils ont signé Werner, ils ont signé Ziyech, ils ont signé Havertz, ils ont signé Chilwell. Ça parle encore de Edouard Mendy, le gardien de Rennes, ça parlait aussi de José Jiménez il y a quelques temps, finalement ils ont pris Thiago Silva. Comment tu imagines la saison de Chelsea et qu'est-ce que tu as le plus envie de voir chez eux, sachant qu'il y a des nouveautés un peu à toutes les lignes? C'est vrai qu'autant Arsenal, on a envie de voir la poursuite d'un projet en développement, voir à quel point ça peut se développer et à quel point les principes collectifs peuvent être magnifiés ou pas par des individualités. Autant du côté de Chelsea, je vais pas dire qu'il y a tout à reconstruire, mais finalement, j'ai pas l'impression que ce qu'a fait Frank Lampard l'année dernière, alors d'un point de vue des résultats, est tout à fait honnête, même si il y a moins de points que sur la dernière saison avec Sarri, que le parcours en Coupe d'Europe te permet d'aller un peu ric-rac sur la phase finale de Ligue des Champions pour ensuite prendre une pile absolue contre le Bayern. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment d'énormes réussites. On va dire que tu as limité un peu la casse en évitant de ne pas te qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà, tu as assuré un peu l'essentiel pour te permettre de recruter des bons joueurs derrière. Mais je vois pas encore trop la patte de Frank Lampard sur cette équipe. Ça m'a l'air d'être un truc assez polyvalent où il a essayé de reprendre certains principes de Sarri au début, alors par choix ou pas, parce que par esprit forcé, on va dire, par le fait que les joueurs avaient intégré ces choses-là avec Kanté en numéro 8, Jorginho en milieu reculé. Mais il a changé son fusil d'épaule en cours d'année sur pas mal de postes, notamment sur le poste d'attaquant avec Giroud qui prend la place d'Abraham. Mais globalement, j'ai un peu de mal à voir, peut-être d'ailleurs que Frank Lampard n'a pas tellement d'idées entre guillemets, il veut juste mettre les meilleurs joueurs et avoir une structure qui leur permet de briller. Mais voilà, je sais pas trop ce que veut faire Frank Lampard et quel type d'entraîneur il est. Et du coup là, il se retrouve avec un matériel à disposition qu'il a jamais eu auparavant. Alors il a pas une expérience de coach énorme, mais à la fois à Derby l'année dernière à Chelsea. Là, il se retrouve avec une équipe à totalement remodeler et je suis assez curieux de voir est-ce qu'il va vouloir partir dans une direction précise au niveau du jeu, tu vois, pressing ou pas pressing, comment est-ce qu'il va s'adapter face au bloc bas, ne serait-ce que dans l'utilisation de Kai Havertz, je trouve que ça va être assez intéressant. Est-ce qu'il veut faire d'Havertz, parce que Havertz peut jouer, alors peut-être pas numéro 6, même si dans l'absolu il pourrait, mais peut-être pas à très haut niveau, mais peut jouer numéro 8 dans un milieu à 2 par exemple. Leur recrutement est quand même très inventé Bundesliga. C'est-à-dire que Havertz, Pulisic, Werner, c'est une Bundesliga, c'était habitué à presser. Tu peux rajouter Ziyech qui en plus était à l'Ajax. Donc ce serait assez logique quand même de les remettre un peu dans les mêmes conditions. Oui, bah Werner court énormément. Mais disons, la question que je me pose notamment sur Havertz, c'est pour la phase en possession, parce que, donc comme je disais, il peut à la fois jouer numéro 8, donc très reculé, et puis au Bayer Leverkusen, surtout en fin de saison, il jouait très souvent faux numéro 9. Alors là, vu le nombre d'attaquants, il jouera pas faux numéro 9. Mais disons, je pense que l'endroit où tu placeras celui qui sera l'un de tes éléments les plus créatifs donnera une idée de ce que faire Lampard. Pour moi, au plus tu le placeras bas, donc au plus mécaniquement tu auras de joueurs offensifs hauts sur le terrain, au plus tu voudras étouffer l'adversaire et on va dire maximiser le nombre de joueurs vraiment doués avec le ballon sur le terrain, même si ça va te poser des problèmes de riche. Qu'est-ce que tu fais d'un Mason Mount qui était en pleine explosion, qui n'a que 21 ans, ce qui finalement est le même âge que Kai Havertz, qui est un peu moins créatif, mais qui a cette qualité de frappe, ce style finalement à la Lampard de box-to-box, très, très anglais. Donc voilà, j'avoue que je sais pas forcément s'il y a un dispositif idoine, vraiment un truc qui permettra à Chelsea de mettre tous ses meilleurs joueurs en même temps. Alors ça peut être agréable, du coup ça peut lui permettre de faire tourner. Mais curiosité, parce que c'est l'un des rares clubs qui a de la nouveauté, et pour le coup il y en a vraiment par paquet, donc ça va être un vrai test pour la capacité de Lampard à la fois à gérer des égos, mais là-dessus j'ai pas énormément de soucis, mais surtout à aligner tout ce beau monde sur le terrain. Parce Ouais. que si tu mets Timo Werner sur le côté, par exemple, forcément, qu'est-ce que tu vas faire derrière de Pulisic, de Ziyech, de Havertz, etc. Tu peux aussi citer Hudson-Odoi, qui était une des pépites annoncées de Chelsea. Ils avaient forcé pour qu'il signe son contrat et pas partir au Bayern.
Et là, il se retrouve deuxième ou troisième dans la hiérarchie des remplaçants. Il y a Giroud et Abraham qui sont remplaçants sur le poste de 9. Thiago Silva qui va enfin retrouver un championnat où tous les week-ends quasiment il aura un gros attaquant face à lui. Parce que c'est plutôt bien pour lui et ce sera sympa de le voir dans ces conditions-là. Chilwell qui a quand même coûté 80 millions, je crois. Donc il devient le latéral gauche le plus cher de l'histoire. Et puis Edouard Mendy qui est annoncé à 25 ou 30 millions aussi. Ce qui veut dire que Kepa, sur qui t'as lâché 75 millions, va être numéro 2. Après ça, tu parlais tout à l'heure de panic buy. Autant sur Maripane, peut-être un petit peu. Enfin, moi, j'étais plutôt fan du joueur quand il était en Espagne. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un côté panic buy, mais c'est moins. C'est pas le pire pour le coup, Kepa, dont t'es obligé de faire sauter la clause pour avoir un gardien sur le gong. Ça s'est avéré être un très mauvais choix. Et c'est vrai que c'est pas étonnant, mais disons, c'est amusant d'avoir autant de rotation sur les postes offensifs maintenant, parce que t'as pas perdu grand monde et tu t'es beaucoup renforcé. Et d'avoir encore un gardien qui a, je pense, l'un des pires pourcentages d'arrêt depuis qu'on prend ses statistiques en compte, tout championnat confondu. Merci. On finit avec Florent pour la Première Ligue avec un tout petit mot sur Everton, vraiment, parce qu'on va manquer de temps si on continue. Everton qui a battu Tottenham 1-0 pour la première journée. Ouais, bah Everton, simplement leur mercato. Je pense que il y a la saison dernière, on avait pas mal parlé du mercato de Saint-Etienne en disant que c'était le mercato d'à peu près 2012 qui aura enflammé tout le monde en 2012. Là, celui d'Everton, c'est peut-être le mercato qui aura enflammé tout le monde en 2015-2016, en prenant James, en prenant Abdoulaye Doucouré, en prenant Alan. Même si bon, Doucouré était quand même très très performant aussi la saison dernière avec Watford, mais à vrai dire, quand tu vois aujourd'hui ce que ça peut donner, la compo d'Everton, la compo type, et je vais donner celle qui était alignée hier face à Tottenham, c'était Alan et Doucouré au milieu de terrain avec un André Gomes un peu plus haut en phase défensive, sur de 4-2-3-1 avec sur les côtés, ou 4-3-3, avec ensuite sur les côtés Richarlison qui a été performant la saison dernière en Première Ligue, à gauche James Rodriguez qui était côté droit pour pouvoir rentrer sur son pied gauche et frapper notamment, et donc Calvert-Lewin devant, qui est peut-être le futur avançant de la sélection anglaise, vu qu'Harry Kane a du mal à retrouver son meilleur niveau, en tout cas ce sera un concurrent. Il y a quand même 6 joueurs plutôt intéressants, surtout très complémentaires, je trouve, et ça peut donner quelque chose de fonctionnel, sans qu'Ancelotti ait inventé quoi que ce soit, puisque c'est un petit peu ce qu'on reproche à Ancelotti saison après saison, c'est de plus inventer grand chose depuis pas mal de temps. Alors bon, il y a toujours cette défense qu'on qualifiera de spécial. Je crois que c'était Yerimina et il me semble que c'était Holgate, les deux centraux. C'était Keane, Michael Keane. Ah, c'était Keane, pardon. Qui avait coûté très cher aussi quand il était arrivé. Donc oui, c'est vrai que la défense centrale n'est pas au niveau de tes deux lignes avant, on va dire. Ouais, mais ça n'enlève pas le fait que les deux lignes avant sont plutôt intéressantes et j'ai plutôt envie de les voir, alors que les saisons précédentes, Everton était un club qui me passait totalement au-dessus. Donc voilà, malgré le fait que ce soit Ancelotti sur le banc et que ça fait pas mal de temps maintenant qu'il n'a pas fait grand-chose, en tout cas dans des championnats, l'équipe qui a été construite cet été, disons qu'elle m'intéresse, elle m'intrigue, comme je le disais tout à l'heure pour Monaco, et il y a des chances que je m'arrête dessus plusieurs fois cette saison. Voilà. Merci Flo pour ce petit mot sur Everton. Pour aller chercher les 4 premières places, ce sera, je pense, un peu compliqué. Mais c'est vrai que si ça fait 5 ou 6e et que ça se qualifie en Europa League, peut-être que petit à petit, tu peux aller chatouiller les équipes de ce classement-là et prendre la place que Tottenham avait il y a quelques années, en fait. C'est ce que j'allais dire par rapport à Tottenham. Aujourd'hui, tu prends le milieu et l'attaque titulaire d'Everton. Je pense que t'as pas grand-chose à envier à Tottenham. Et sur le banc, avec Ancelotti, t'as pas grand-chose à envier aussi avec... Ouh là là, le pavé dans la mare. Ils étaient très contents de se retrouver. Je pense que c'est deux coachs qui sont à peu près au même point dans leur carrière respective. Ouais. Question, qui est le moins washed dans l'histoire du foot maintenant aujourd'hui entre les deux, qui est le moins démodé en gros. On verra bien au cours de la saison qui s'en sort le mieux. En tout cas, le documentaire Amazon Prime sur la saison Tottenham est assez sympa. Alors je sais pas trop quoi penser de Mourinho après ce documentaire. Je le trouve plutôt attachant, mais il y a parfois certaines analyses. Encore là, cette fois, il a dit que les attaquants de Tottenham avaient été paresseux dans le pressing. Et j'ai vu un tweet passer de quelqu'un qui disait, mais attendez, qui a été dans les dernières années qui a fait partie d'une équipe qui savait presser? Est-ce que c'était Dele, Son et Kane, ou est-ce que c'était Mourinho? Et c'est vrai que quand tu vois qu'avec Pochettino ils arrivaient très bien à presser, si toi tu n'arrives pas à le faire avec eux, José, c'est peut-être d'autres raisons que juste leur paresse. Mais bref, on verra au cours de la saison comment ça se passe pour Tottenham. La Liga, Christophe.
Liga qui a redémarré avec un match nul pour Villarreal, une des équipes qu'on va évoquer, Villarreal qui a nommé Unai Emery il y a quelques semaines, qui a fait un recrutement plutôt intéressant, mais pas intéressant, ça n'existe pas, plutôt intéressant, puisqu'ils ont récupéré en gros les meilleurs de Valence que Valence ne pouvait plus garder ou voulait vendre. Ils ont pris Parejo, alors ils ont pris Coquelin, il fait pas partie des meilleurs de Valence, ils ont réussi à récupérer Kubo en prêt. Est-ce que j'oublie des recrues? Je ne crois pas, je t'avoue que j'ai pas sous les yeux. Là, j'étais en train de regarder, voir s'il y avait des infos sur Coquelin, puisqu'il est sorti sur blessure, apparemment c'était assez grave. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est vrai que... Alors je sais pas trop quoi penser de l'idée... Bon, apparemment ce serait pas si sérieux que ça, mais je sais pas trop quoi penser de l'idée de prendre le double pivot Parero Coquelin. Enfin, au prix où ils ont été pris, je sens que Parero c'était gratuit et Coquelin c'était quelques millions. C'est forcément une bonne affaire. D'ailleurs, du côté de Villarreal, il disait quand on a su qu'on pouvait prendre Parero gratuit, on pensait à une vanne. J'avoue que c'est assez étonnant. Donc en fait, c'est une bonne affaire. Après, est-ce que ça mérite qu'on construise un milieu de terrain autour d'eux? Je sais pas. J'aime beaucoup Parero dans cette veine des Espagnols qui pourraient être numéro 10, qui sont replacés un peu plus bas pour mener le jeu dans des doubles pivots de 4-4-2. C'est un vrai bon joueur. Après, est-ce que c'est lui qui va te permettre de faire passer un cap si vraiment tu construis autour de lui et que tu n'animes pas le reste de ton système de manière pertinente? Je sais pas. J'avoue que Coquelin, je suis un petit peu plus de réserve. Pour moi, ça va quand même beaucoup dépendre. Alors c'est intéressant là-dessus, hein, mais de comment Unai Emery va réussir à animer son attaque à la fois. Alors c'est l'un des ailiers, un joueur de percussion, mais Chukwueze doit vraiment passer ce cap qui ferait de lui quelqu'un qui est capable de signer dans des clubs type Bayern, où je l'imaginais il y a 1 an et demi, voilà, vraiment de passer le très haut niveau parce qu'il est capable de montrer des flashs dans le 1 contre 1, mais c'est encore un petit peu irrégulier, ne serait-ce que dans la production statistique pure, un but de passe décisive où il est encore pas à la hauteur des ailiers qu'on juge quand même beaucoup là-dessus. Après, il y en a d'autres, effectivement. Kubo a un vrai coup à jouer parce que ce qu'il a montré l'année dernière dans une équipe de quand même plutôt deuxième partie de tableau, s'il montre la même progression, en gros, il doit s'imposer dans cette équipe de Villarreal et ensuite être un vrai candidat pour être dans la rotation, voire plus au Real l'année prochaine, à voir. Mais en fait, j'ai aussi envie de voir ce que Unai Emery à la fois est capable de faire dans une équipe qui ressemble quand même un petit peu dans le profil à ce qu'était son équipe de Séville. C'est-à-dire qu'il il est redescendu d'un étage, mais finalement c'est là où il a le plus brillé. Et comment est-ce qu'il va réussir à animer son attaque avec Gérard Moreno et Paco Alcácer, qui sur le papier se complètent plutôt bien. Gérard Moreno avait quand même assez bien fini la saison après la reprise post-Covid, mais je pense que beaucoup dépendra de ça, parce que cette équipe de Villarreal me semble pas forcément armée pour avoir un jeu véritablement flamboyant. Je lui vois quand même un truc assez... on va dire, voilà, pas coupé en deux, mais disons, tu as une défense qui va bien défendre, tu as un milieu de terrain avec un joueur qui va être chargé de faire les allers-retours et Parero qui va être courroie de transmission, des ailiers qui vont déborder, percuter, repiquer. Et en gros, je pense que ça va beaucoup dépendre de la capacité des deux attaquants qui, en fait, ont tous les deux fait des super saisons en termes de conversion, en termes de totaux de buts, à être à leur meilleur niveau parce que les deux ont quand même des variations dans leur carrière assez nettes. D'ailleurs, Paco Alcácer, il y a quoi, c'est il y a 1 an et demi, 2 ans, à Dortmund, t'as l'impression que c'était le meilleur attaquant du monde et ensuite ça s'est totalement craché. Donc je pense que ça va beaucoup dépendre d'eux et du coup de la capacité d'Emery à les bonifier. Donc à la fois, tu as le côté intéressant effectivement du recrutement parce que il y a cet aspect nouveauté qu'il y a finalement dans peu de clubs à l'échelle européenne, mais aussi ce qu'Emery va être capable de faire avec des joueurs d'un cran inférieur à ceux qu'il a pu avoir les années précédentes. Donc du coup, a priori, tu auras moins de problèmes d'ego avec Paco Alcácer et Gérard Moreno que tu en avais avec Mesut Özil, Neymar, etc. Reste effectivement la question de savoir si Emery a passé un petit peu son pic de carrière ou si juste il avait des petits soucis dans des clubs d'une envergure supérieure. De toute façon, il va gagner la Ligue Europa, donc on pourra y regarder aussi en Coupe d'Europe. Villarreal s'est qualifié la saison dernière. Pas facile de succéder à Ravi Caïra, qui à chaque fois qu'il est passé à Villarreal a été plutôt bon à la fois dans les résultats et dans le jeu produit, avec souvent d'ailleurs un losange plutôt sympa à regarder. Donc à voir comment Emery va s'en sortir sur cet aspect-là. L'autre équipe qui a beaucoup changé et qui a eu un nouveau coach, Florent, c'est le Barça, qui a nommé Ronald Koeman il y a quelques semaines de ça. Koeman qui apparemment veut recruter la sélection néerlandaise, qui veut refaire une Louis van Gaal, puisque ça parle de Depay, ça parle de Wijnaldum. En fait, quel est l'angle qui t'intéresse le plus sur la saison du Barça? Alors, il y a évidemment Messi qui finalement reste, il y a évidemment Coman qui arrive. Est-ce que c'est peut-être un joueur qui prend le relais et qui va devenir de plus en plus important? L'avenir de Griezmann? Quelles recrues vont arriver et quel style de jeu pour le Barça la saison prochaine? Puisqu'on ne sait plus vraiment comment le Barça veut jouer. Il y a beaucoup de questions et très peu de certitudes. La seule, c'est Messi.
Oui, la seule c'est la seule c'est Messi et la grande question c'est ce que va faire Koeman autour de Messi. Euh, Là, ils ont fait un match amical ce week-end où ils ont joué a priori en 4-2-3-1. Donc il y a déjà ça qui pourrait être un grand changement quand même pour le Barça après des années et des années passées en 4-3-3 avec un véritable numéro 6 comme Busquets. Ce 4-2-3-1, c'est quelque chose qui sur le papier pourrait permettre à un joueur comme De Jong de prendre une toute autre envergure dans cette équipe et une toute autre importance puisqu'il se retrouverait vraiment dans la situation qu'il avait connue à l'Ajax et dans la situation dans laquelle il était aussi en sélection, il me semble, avec Koeman justement. Donc voilà, il y a déjà cette évolution-là de Jong sous Koeman, le retour de Coutinho, puisqu'a priori il compterait dessus, donc peut-être pour occuper le côté gauche. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait pour Griezmann qui jusqu'ici était à gauche? Qui va occuper la pointe de l'attaque parce que Luis Suarez a l'air vraiment sur le point de partir. Donc voilà, il y a toutes ces questions autour des joueurs et de leur utilisation. Et à côté de ça, il y aura aussi le volet intégration des jeunes, puisqu'il paraît que Koeman aime beaucoup Carles Alenia, par exemple. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là autour d'un effectif à remodeler totalement. C'est difficile de se dire il va partir sur ce chemin-là, mais forcément le chemin que va emprunter le Barça cette saison, on va forcément rester longtemps dessus et passer du temps parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel, certes pas forcément du matériel à tous les postes, mais sur qui va s'appuyer Koeman, à quel poste, quels sont les joueurs qui vont gagner le plus avec l'arrivée de Koeman en termes d'influence sur l'équipe, qui va entre guillemets prendre le pouvoir derrière Messi et s'installer comme les nouveaux cadres de cette équipe pour aller jusqu'à la fin de carrière de Messi. Il y a quand même toutes ces questions-là qui rendent forcément la saison du Barça à suivre de près. Ouais, et puis sur le plan financier, Christophe, on parle des recrues potentielles pour le Barça, mais il faut noter, alors que certes, ils se débarrassent de certains salaires, mais ils se débarrassent de pas mal de joueurs complètement gratuitement, parce que Rakitic, Vidal, là, Suarez sont des joueurs qui sont clairement, on leur montre, c'est la grande braderie là en ce moment du côté du Barça. T'as l'impression qu'ils veulent effacer et dépoussiérer tout ce qui n'a pas marché ces derniers mois, et puisque ça peut pas être la direction, bah on va changer tous les joueurs sauf Messi, et puis on va voir ce que ça donne. Mais l'effectif en termes de vraiment de stars et de vedettes et de joueurs qui te garantissent un parcours en Ligue des Champions ou en Liga, est peut-être le plus faible depuis, je sais pas, le début des années 2000. Oui, peut-être. Et en plus, t'as même pas tellement d'espoir sur des révélations, tu vois. Le Real a beaucoup de joueurs qui sont pas forcément encore prêts, mais sur tous les postes offensifs, le nombre de, notamment leurs Brésiliens, hein, tu te dis, tiens, si un Vinicius, un Rodrigo, bon, ils avaient régné, il me semble qu'ils l'ont prêté, mais passe un cap, alors c'est des paris assez coûteux, mais il faut pas grand-chose pour... ils avaient Odegaard qui était en prêt, ils ont Kubo en prêt, enfin bref, sur les prochaines années, il suffit que la moitié, voire un tiers vraiment explose, et en gros, tu as un poste qui est sécurisé pour les 8-10 prochaines années. Là, le Barça en est à faire des paris, alors qu'ils peuvent se valoir et qui finalement sont quand même un peu dans la lignée de la philosophie du club sur le fait que Alenia vienne du centre de formation, que Riqui Puig vienne du centre de formation, mais t'en es à espérer que des joueurs qui, je sais pas s'ils étaient pas de la Masia, alors Riqui Puig peut-être, mais à Alenia, s'il vient d'ailleurs, est-ce qu'il aurait vraiment potentiellement sa place dans la rotation, et est-ce qu'on fondrait autant d'espoir sur lui, je sais pas. Quand je me rappelle, il y a quoi, c'était il y a peut-être 5 ans, que tu avais le Barça qui était au top avec son équipe première, tu avais la réserve qui était en deuxième division, et tu avais les U19 de la Youth League et qui gagnaient avec le duo, c'était Dongu et Adama Traoré, le Adama Traoré désormais à Wolverhampton, qui était en Youth League. Enfin bref, tu te disais, il y a tous les étages, tu as des joueurs de 22 ans, 21 ans avec la réserve qui sont top, tu en as de 18 ans avec les U19, U20 qui sont top aussi. Enfin bref, a priori, si la pyramide se passe bien, ça va être nickel. Et là, en fait, tu te rends compte que ces joueurs-là n'ont pas percé ou sont partis ailleurs. Et toi, tu as misé sur des joueurs de 27-28 ans qui maintenant en ont 31-32 et pour qui c'est un peu terminé, quoi. Ouais. Bah, à voir aussi comment ce que Griezmann va donner. Est-ce que des joueurs comme Trincao, qui ont été recrutés il y a quelques mois et qui là arrivent, vont donner. Je crois qu'il a été plutôt bon sur l'amical. J'ai eu quelques images passer où il a été plutôt intéressant. Et l'utilisation aussi d'Ansu Fati dans cette équipe, parce qu'il a été hyper performant avec la sélection espagnole pendant la dernière trêve internationale. Et Koeman a dit, bon, c'est un neuf à terme, mais je vais l'utiliser sur un côté d'abord. Le truc, c'est que pour l'instant, le Barça est sur le point de ne plus avoir de neuf.
Donc, est-ce que Fati va pas se retrouver plus rapidement que prévu, selon Koeman, à la pointe de l'attaque? C'est aussi quelque chose qu'il va falloir suivre d'assez près. Et il y a cette utilisation aussi de Messi qui, a priori, dans le 4-2-3-1, va se retrouver numéro 10. Mais avec quel profil d'avant-centre devant lui? Est-ce que ça va être un Griezmann qui va faire ce taf, ou est-ce que ça va être un mec plus attiré par la profondeur? Toutes ces questions-là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a énormément de questions sur toutes les lignes. Et quand il y a beaucoup de questions et qu'on ne sait pas vraiment ce que le coach va faire, et quand c'est le Barça, le club en question, forcément, c'est intéressant. Après, un numéro 9 qui peut jouer ailier, ou inversement un ailier qui peut jouer 9, qui démarre très jeune, qui joue au Barça, ça peut rappeler Samuel Eto'o. Donc ce serait plutôt une bonne chose pour le Barça, parce que lui aussi a pas mal alterné sur sa première partie de carrière entre ces deux rôles-là, et notamment quand Messi a été repositionné. La Liga, c'est bon. Alors on aurait pu mentionner certaines équipes, mais on en parlera peut-être dans l'épisode des joueurs à suivre, Florent, puisque le Séville post-Banega t'intéresse, et peut-être qu'on parlera de certains joueurs censés le remplacer, du retour de Rakitic, d'autres joueurs comme ça. Je sais pas s'il y a d'autres équipes qu'on aurait voulu mentionner, peut-être le Betis de Pellegrini, des clubs comme ça, mais on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. La Serie A, Christophe, je reviens avec toi. Serie A où peu de choses ont bougé. Alors il y a évidemment eu la nomination de Pirlo, qui est un peu la sensation de l'été, mais l'Atalanta, ça n'a pas bougé. Alors Castagne est parti, sur le reste, ça n'a pas bougé. L'Inter, ça n'a pas tellement bougé, ça a recruté, mais c'est plus sur des postes où il y avait un besoin de se renforcer que vraiment sur les idées ou le coach. L'AC Milan, Pioli a été confirmé. Ils ont recruté Tonali. Sassuolo, c'est les mêmes joueurs, le même coach, les mêmes idées. On va commencer par la Juve, Christophe? Oui, bah oui, puisque tout le reste, en fait, on va dire qu'on a envie de les suivre, mais pour la plupart, parce que c'était bien l'année dernière, donc du coup, t'imagineras que ça sera pareil cette saison. Donc oui, parler de la Juve, alors j'ai pas vu, l'échantillon est pas énorme, mais j'ai pas vu l'amicale qu'ils ont joué, je ne sais pas contre qui d'ailleurs, contre Novara ou je ne sais pas quoi. Amical où, c'est ça, Novara victoire 5-0, où c'est Johan Crochet qui en faisait un live tweet et qui disait que la Juve était à 3 derrière avec ballon et 4 sans ballon. Alors c'est pas du tout révolutionnaire à l'échelle de 2020. C'est quelque chose qui est quand même fait de plus en plus depuis quelques saisons, même si à l'échelle du foot, c'est relativement récent. Il y a 3, 4, 5 ans, c'était quand même extrêmement rare. Mais rien que ça montre que Pirlo est venu avec des idées et pas simplement le fait de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain et les laisser un petit peu se débrouiller. Alors, je dis pas forcément que c'était ce que faisait Sarri, mais ne serait-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans une préparation. Ça demande des mécanismes alors qu'ils sont plus faciles à faire pour des joueurs de ce niveau-là que pour des joueurs type Bordeaux où tu as l'impression que ça demande un effort colossal de savoir qui décale. C'est gratuit, ça, Christophe. Totalement gratuit, mais c'est plus dans le sens de Florent qui blâmait les joueurs pour défendre le coach que l'inverse. Et donc oui, alors pareil, je me base aussi sur ce qu'il disait, mais qu'en gros, Kulusevski, Ronaldo, Ramsey étaient très à l'intérieur. Enfin voilà, visiblement, il y a l'air d'avoir des idées. Alors je parle un peu en propos rapportés, mais dans tous les cas, ça aurait été un développement sur. On est curieux de voir ce que va faire Pirlo. Finalement, à quel type de foot il a été biberonné, parce que de tous les joueurs assez charismatique devenu coach, déjà il fait partie des rares qui n'ont pas eu une expérience même dans des équipes de jeunes pour vraiment savoir ce que c'est le management, ce que c'est de faire un projet tactique, de voir les joueurs qui sont écartés du 11 titulaire, comment est-ce qu'ils le prennent. Donc déjà ça c'est la première curiosité. Et puis même dans les entraîneurs qu'il a côtoyés, finalement il n'a pas non plus eu un parcours genre à la Maxwell qui a connu plein de coachs qui voulaient des équipes ultra offensives. Enfin, ultra offensive façon de parler, mais voilà, je veux dire, les équipes de Pirlo, lui était un joueur qui construisait beaucoup le jeu, mais ses équipes étaient quand même relativement équilibrées. Il n'a pas eu des énormes idéologues du jeu, des apôtres du jeu offensif. Donc savoir un petit peu si lui va rester en ce foot relativement équilibré ou s'il va aller un peu à contre-courant et vraiment vouloir presser énormément. Donc voilà, assez curieux. Et puis peut-être que lui aura un peu plus de prise sur un Ronaldo, par exemple, que Sarri, où tu as l'impression que c'était parfois compliqué. J'avoue que là-dessus, lui aura cet avantage en gros, d'avoir une meilleure carrière que 85% des joueurs de son effectif. Ça peut être intéressant dans le management. Mais en tout cas, il a l'air d'être venu avec des idées. Donc rien que ça, c'est pas mal, sachant que l'effectif, lui, a encore des manques. Mais il a quand même eu un ou deux mouvements, l'arrivée de Kulusevski, l'arrivée de McKennie, même si je suis pas sûr que ça soit un top joueur McKennie pour l'instant. Mais en plus, ça peut permettre aussi de faire bouger 2-3 choses, même si les manques identifiés sur les derniers mois vont quand même, je pense, rester notamment sur les latéraux. Ouais, et ses amicaux de début de saison géniaux, puisque par exemple, là, la Juve, il y a Marco Piazza qui a marqué.
Marco Chiesa, qui je pense n'a pas joué un match officiel pour la Juve depuis à peu près 2018, qui est prêté sans arrêt, qui avait fait un très bel Euro 2016, enfin très belle. La première fois que je l'avais vu et quand on a refait la saga, en fait, je me suis dit ah ok, peut-être que là aussi on l'avait rêvé, on était dans l'émotion du moment, mais ça se trouve il sera plus là dans 2 semaines. Mais c'est des matchs qui te permettent de revoir des mecs que tu avais complètement oubliés. À mentionner donc en Italie, bon l'Atalanta, ça va être la même chose sensiblement, à voir comment ça va s'adapter au vieillissement de certains joueurs et quelles recrues peuvent arriver. Là, ils ont signé un joueur qui vient du Lokomotiv Moscou, je crois, pour une belle somme, 15 ou 20 millions. C'est ça, sur le poste Ilicic, j'ai l'impression. Qui apparemment est dans le même profil de mec qui peut claquer une saison en double-double, parce que c'est quand même le thème à l'Atalanta. L'Inter, on a déjà parlé, l'arrivée d'Hakimi notamment, et peut-être certains autres joueurs qui vont arriver. Est-ce que Vidal a été officialisé? Je crois pas encore. Donc, Je crois pas non plus. Mais j'ai l'impression que tout le monde en parle comme si c'était fait. Donc Oui. ça devrait arriver rapidement. De toute façon, Conte va recruter tous les joueurs d'à peu près 30-31 ans, peut-être plus. Il a pris Kolarov, il me semble. Oui, voilà, par exemple, dans les plus vieux. Il veut toujours des joueurs qui soient proches de son âge à lui. Il va vraiment à rebours de tout le monde. C'est-à-dire ses projets ont toujours intérêt à marcher sur le court terme parce que dans 3 ans, la moitié est à la retraite. Ah bah, Conte, c'est l'anti Red Bull en fait. Tu le nommes directeur sportif des équipes Red Bull, les mecs pètent les plombs et démissionnent tous 2 semaines après, je pense. Là, c'est Milan, donc on a dit Tonali qui est arrivé, voir comment Ibra va jouer à presque 40 ans en Serie A, sachant qu'il avait des stats complètement folles la saison dernière en Serie A. Et donc Sassuolo, l'idée ce serait peut-être de savoir quand De Zerbi va prendre une équipe un peu plus haut, parce qu'il serait temps à un moment qu'on le voit sur des équipes mieux munies financièrement, et comment ils vont remplacer Boga si Boga s'en va. Il avait été annoncé à Rennes, mais bon, après, si Rennes fait Rennes Adélaïde, je suis pas sûr qu'ils continueront à pourchasser Boga, parce que c'était à peu près les mêmes prix en plus. Voilà pour la Serie A, on verra comment ça se déroule au cours de la saison. On aurait pu parler quand même du Napoli de Gattuso, Flo, qui avait montré certaines belles choses. Peut-être un petit mot sur eux, parce qu'il y avait eu quelques moments sympas, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient recruté depuis le... Bah, Osimhen quand même. Ouais, oui, bien sûr, Osimhen. Alors 50 ou 80 millions, ça on ne sait pas. Les sources sont contraires, mais en tout cas, ils ont, ouais, Osimhen. Depuis Osimhen, je vois pas d'autres recrutements. Ah si, peut-être mentionner le poids de retour de Lobotka, qui était absolument impossible à reconnaître sur les photos à la reprise de l'entraînement de Naples, parce qu'il faisait à peu près 30 kilos de plus qu'il ne devait faire. Non, mais Naples qui va de toute façon devoir un petit peu dégraisser, c'est le nom puisque tu parles de Lobotka. Après, je crois qu'ils prennent Osimhen en prévision du départ de Milik, mais qui n'est pas encore parti pour l'instant. Oui. Mais ils ont aussi Andrea Petagna qui était à la Spal et qui était prêté par le Napoli à la Spal la saison dernière parce qu'il l'avait acheté et qui là est revenu a priori au Napoli. Donc ouais, tu vois, une attaque Osimhen Petagna, je sais pas ce qui va se passer. Pareil, Petagna qui mange avec Lobotka visiblement. Parce que, ouais, aussi pas impossible. Beaucoup de poids pendant la saison. Je pense que Petagna est né, il faisait déjà 14 kilos. Hein, parce que ça a l'air enfin, il est quand même. Alors, il est un peu gros, hein, on va dire. Ah franchement, mais il est plutôt bien proportionné, je trouve. Ça dépasse pas trop, ça dépasse un peu. Ouais. Mais il est un peu gros de partout. Il a des bonnes joues, il a des bonnes épaules. Il a un petit côté Diego Costa là-dessus. Petagna, c'est sûr que c'était une césarienne. Hein. Je voix basse, impossible. Petagna, je vois pas comment c'est possible. Passons à la Bundesliga, où Christophe, on va parler tous les deux, parce que Florent n'était pas inspiré par la Bundesliga. Peut-être qu'il pourra rebondir si on dit un truc qui l'intéresse. Ça n'a pas bougé, quoi, en fait. J'ai 3 équipes à te suggérer, Christophe, dont 2 que tu avais toi-même choisi. Alors, il y a Leverkusen qui avait montré des choses pas mal la saison dernière, qui a perdu Havertz, qui a recruté Schick, là, donc à voir comment ça va se passer. Et les 2 autres, c'est 2 équipes enthousiasmantes, mais dont une qui a fini un peu en queue de poisson, c'est Leipzig la saison dernière, et Gladbach, le Gladbach de ton ami Stéphane Leiner. Laquelle de ces 3 équipes te donne le plus envie d'allumer ta télé? Je dirais pas quel genre de télé tu as, parce que je veux pas t'envoyer en prison, mais laquelle de ces 3 équipes te donne le plus envie de regarder du foot la saison prochaine? Enfin, cette saison, du coup. Bah, toutes, donc c'est un peu difficile de choisir. Globalement, comme tu le disais, ça a tellement peu bougé en Bundesliga que en fait ça va être la continuité de ce qu'on a vu la saison précédente, sachant que voilà, par exemple j'ai parlé de Gladbach, j'ai vu un bout de leur match de Coupe d'Allemagne sur l'espèce de multiplex Coupe d'Allemagne, un truc pas mal qui m'a permis de découvrir des joueurs incroyables, dont un joueur d'une équipe de D4 qui a quasiment le même gabarit qu'Akin Fenwa, quelqu'un d'extrêmement musculeux, attaquant de cette équipe dont j'oublie le nom, mais voilà. Mais de ce que j'ai vu, c'est resté sur les mêmes principes. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison que ça change, puisque si un entraîneur est capable de mettre quelque chose en place sur l'année 1,
généralement sur l'année 2, sauf si ces demandes sont trop éprouvantes sur le plan psychologique, normalement ça se renforce, ça se confirme sur les principes de jeu. Donc le Gladbach de Marco Rose, voir un petit peu, ne serait-ce que, alors s'il faut trouver un peu des nouveautés, est-ce que Wolf va jouer, va réussir à s'intégrer, lui qui était du côté de Leipzig, mais qui a été blessé gravement après son transfert depuis Salzbourg et qui ensuite n'a pas réussi à se trouver une place. Est-ce que lui, par exemple, peut intégrer la rotation peut-être sur un poste de numéro 10? Voilà, c'est quelque chose à suivre, mais les valeurs sûres sont déjà connues, hein, l'association Thuram-Pléa, le pressing, les latéraux, Ben Sebaini et surtout Lainer côté droit qui a fait une passe décisive là sur un centre ce week-end. Zakaria qui avait terminé la saison blessé, qui n'a que 23 ans, Neuhaus qui a aussi 23 ans, deux joueurs vraiment vraiment très intéressants avec le ballon. En fait, ce qui est bien avec Gladbach, c'est que t'as quand même cette dimension pressing, on va mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, mais il ne sacrifie pas la créativité. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est-à-dire un Zakaria, par exemple, c'est vraiment un numéro 6, meneur point de basse, en gros, mais qui va être capable de faire ses passes qui cassent les lignes, d'avoir une vraie finesse technique, une vraie justesse de jeu. Et j'aime bien ce côté, on apprend à des joueurs de foot à courir et on n'apprend pas à des coureurs à jouer au foot. Donc rien que ça, du côté de Gladbach, c'est intéressant. Du côté de Leipzig, bon, il n'y a pas d'énormes surprises. Le recrutement a été assez light. Alors ils ont perdu Werner, ils ont gagné Wang, qui a 24 ans, donc qui finalement est à peu près sur la même tranche d'âge, et je sais pas s'il a une énorme marge de progression, mais qui du côté de Salzbourg mettait ses buts. Alors il n'a pas non plus tout explosé comme un Hollande ou d'autres, donc je sais pas s'il va être capable de marquer énormément du côté de Leipzig, mais lui aussi a quand même cette qualité de déplacement qui peut être intéressant. Alors il y a plus chic, donc tu n'auras plus le côté grand joueur de déviation, à part si t'as Poulsen, mais c'est un niveau en dessous, et coureur à côté, donc va peut-être falloir soit recruter un autre numéro 9, soit espérer que Poulsen passe un cap, parce que c'était parfois assez compliqué. Là, Leimer s'est pété pour un mois, après c'est pas la fin du monde sur un mois, mais c'est un petit peu embêtant parce que c'est le Messi du pressing et l'un des joueurs les plus intéressants dans ce type de projet. J'ai l'impression que l'effectif s'est quand même un petit peu affiné, donc à voir, mais quand tu vois, de toute façon, on a fait des débriefs sur Leipzig en Ligue des Champions, les gens savent comment ça joue, les demi-espaces, le quadrillage parfait du terrain en possession, la volonté d'aller le récupérer assez haut et la capacité à changer de système d'une action à l'autre ou d'un match à l'autre. Globalement, il y a quand même beaucoup d'équipes allemandes qui sont assez abouties, et finalement, c'est plus des questions à la marge de on a perdu tel profil, est-ce que si on remplace telle pièce par telle autre pièce, ça va être capable d'être aussi efficace ou pas? Qu'est-ce que tu penses de Dortmund la saison qui vient? Là, j'ai l'impression qu'on s'attendait tous à ce que Favre ne continue pas, parce que c'était la rumeur pendant toute la saison. Et là, le fait qu'il continue, que Sancho soit parti presque pour rester, parce que ça paraît trop cher pour Manchester United. Ils ont pris Van de Beek en plus, qui est un autre joueur qu'il va falloir intégrer dans la ligne de 3 derrière un attaquant. C'est un peu le statu quo à Dortmund, tu les sens trop loin du Bayern, tu les sens toujours au même niveau des autres, et j'ai l'impression que c'est un peu... ça stagne, quoi. Et du coup, je sais même pas, enfin, tu vois, je te demande d'en parler, mais je sais même pas pourquoi on en parle. Bah oui, je t'avoue que j'ai pas d'avis. Alors pour plusieurs raisons. Un, parce que je trouve que contrairement à pas mal d'équipes de Bundesliga, et paradoxalement à quelques préjugés qu'on peut avoir sur Favre, le système tactique dépend beaucoup des individualités. C'est-à-dire que ce bloc médian qui ensuite va permettre de servir les joueurs offensifs, si tu as des joueurs offensifs en réussite qui vont savoir exploiter ces espaces, et un bloc médian qui va vraiment arrêter les attaques adverses, ça va être nickel. S'il y a une faiblesse sur quelques postes, soit tes joueurs offensifs ne vont pas exploiter les ballons que tu leur donnes, soit ton bloc médian va exploser et du coup tu récupéreras pas les ballons et tu vas être amené à souffrir. Donc déjà, alors ça veut pas dire que, enfin, fais pas du travail, mais c'est presque plus sur modeler, perfectionner les individualités que avoir un système de jeu qui lui va te permettre de dominer et qui sera très extrême dans son animation. C'est ça la première chose. La deuxième, c'est que pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui soit type Marco Reus enfin tu peux te poser des questions sur leur durabilité, leur physique, soit qui sont extrêmement jeunes, hein. Giovanni Reina 17 ans, Sancho, bon, c'est valeur sûre, et puis on sait pas trop dans quel club il sera, mais il a 20 ans. Ils ont pris Bellingham de Championship qui a 17 ans, alors qui apparemment était très bon. Moi, je l'ai uniquement aperçu, donc voilà, je sais pas trop. Régnier, là, qu'ils ont pris, donc, que je mentionnais tout à l'heure, qu'ils ont pris en prêt au Real à 18 ans, mais j'ai quasiment pas vu jouer, je sais pas du tout ce que ça vaut. Il y a Moukoko, qui a 15 ans,
qui a détruit tous les records de buts dans les sélections jeunes alors qu'il était quadruplement surclassé. Donc pas impossible qu'il ait un peu de temps de jeu. Mais c'est-à-dire c'est une énorme inconnue parce que si Giovanni Reina montre sur 90 minutes et 15 matchs ce qui montait sur 30 minutes et sur 6 matchs au fil de la saison, effectivement, ça change totalement les perspectives de Dortmund. Pareil pour Bellingham, si Bellingham à 17 ans confirme qu'il peut être un top joueur, mais ouais, c'est ça, c'est beaucoup d'individualité, de jeunes et Hollande. Est-ce que ça va être une progression continue ou pas? J'avoue que finalement, ça peut presque manquer de taulier. T'as quoi? T'as Reus, t'as Torgan Hazard, t'as Witsel, t'as Delaney, mais encore, il a l'âge, mais il a pas, je pense pas qu'il ait le niveau. Ils ont pris Meunier pour le couloir, t'as Matsumal en défense. Ouais, je pense que Dortmund sera dans les 4. Maintenant, ça peut être une variable énorme, je pense, limite d'une quinzaine de points, selon que 2-3 individualités explosent totalement ou restent à un niveau classique de joueurs de 18-19 ans. Ouais, ta prononciation de Régnier m'a fait penser à Yves Régnier, et du coup j'associe maintenant Régnier à Commissaire Moulin. Moi j'aurais dit Rainer, mais c'est vrai que les Brésiliens, normalement tu dis pas c'est pas de l'espagnol, ou c'est différent. C'est comme José Mourinho qui dit dans le docu Amazon que tout le monde l'appelle José et que ça l'énerve parce qu'il s'appelle José. Donc je sais pas trop comment on est censé dire Régnier. Il faudra qu'on se renseigne auprès de lusophones. S'il y a des lusophones qui nous écoutent, dites-nous comment on dit, sinon on demandera à notre ami Yannick. Comment on est censé prononcer le nom de la dernière pépite brésilienne. Voilà pour la Bundesliga. Florent, tu n'as pas de choses à rajouter sur ce championnat? On passe au pari? Oui. Très bien. On passe au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les pronostics des deux tauliers, des deux castors allumés, où je vais donner la parole à Flo, puisqu'il écoute religieusement Christophe depuis tout à l'heure. Deux paris, un sur la Première Ligue, un sur la Ligue 1. Je ne connais pas la chronologie des deux matchs, donc je te laisse commencer, Flo, par le premier dans le temps. Je vais déjà commencer par le fait que j'ai passé un pari. Puisque la victoire de Marseille à Paris, c'était maintenant ou jamais, et donc c'est passé. C'était coté à 3,50. Donc voilà. La saison commence bien. La saison en positif. Pardon. La saison commence bien mieux que la précédente, c'est terminé. C'est ça, elle commence mieux que celle de Christophe qui a fait un 0 sur 2. Donc Lyon-Nîmes, c'est le premier match que j'ai choisi. C'est vendredi à 21h, vendredi soir, vendredi 18 septembre. Alors déjà, pourquoi j'ai choisi ce Lyon-Nîmes? Parce que j'ai vu Lyon face à Bordeaux, vendredi dernier déjà, où les Lyonnais ont manqué de réussite. Ils ont eu, on va dire, 2 voire 3 grosses occasions dans ce match qu'ils n'ont pas réussi à mettre au fond. Donc pour ce qui est de la créativité offensive, il y en avait eu pas mal. Je crois qu'ils terminent le match avec en ayant franchi les 2 XG ou en étant pas très loin des 2 XG. Et en face, Nîmes, on les a vus ce week-end lors du multi. Je crois même que Raphaël, tu les as regardés de plus près. Nîmes qui perd 4-2 face à Rennes dans un match où les deux équipes ont beaucoup attaqué, on va dire, et ont eu pas mal d'occasions. Et Nîmes, ça a l'air d'être une constante de toute façon depuis le début de la saison, puisque face à Brest, ils s'imposent 4-0, face à Nantes, ils perdent 2-1 et ils encaissent 2 XG, face à Rennes, ils reprennent 2 XG. Et je me dis que face à Lyon, on pourrait avoir un match à but si on reste sur cette dynamique-là. Donc Nîmes, il y a eu 4 buts, 3 buts et 6 buts dans leur match. Lyon à domicile avait battu Dijon assez largement, je crois que c'était 4-1, il me semble, sur leur match de rentrée. Donc je vais me dire que si on mixe Lyon et Nîmes par rapport à ce qu'ils viennent de faire, il va y avoir pas mal de buts dans le match, et l'idée c'est de partir sur un pari avec plus de 3,5 buts dans le match, et c'est coté, il me semble, Raphaël, à 2,60. C'est ça, Florence. Côté à 2,60 pour ce pari, plus de 3,5 buts. Lyon-Nîmes. Ton autre pari concerne Leeds-Fulham. On précise qu'on n'a pas beaucoup parlé de Leeds dans les équipes à suivre parce qu'on en a parlé dans le début du podcast et qu'on avait fait un podcast spécial Bielsa après la promotion. Donc on n'allait pas redire ce qu'on avait déjà dit, mais c'est évidemment une des équipes à suivre. Équipe qui affronte Fulham pour son prochain match. Ouais, Leeds qui affronte Fulham, et là aussi j'ai eu la chance de voir les deux équipes ce week-end. Fulham qui a été assez catastrophique face à Arsenal, une défaite 3-0 avec une défense qu'on va qualifier de folklorique sur certains moments. En face, une équipe de Leeds qui a mis 3 buts à Liverpool, et on a déjà évoqué son match, et j'évoquais d'ailleurs quand on en parlait un peu plus tôt dans le podcast, la capacité, je pense, de Leeds à être dangereux aussi face à Fulham en utilisant les mêmes ingrédients, en se projetant autant qu'ils l'ont fait que face à Liverpool. Et du coup, vu les prestations des deux équipes sur cette première journée de Première Ligue, je donne quand même un net avantage à Leeds
dans sa capacité à remporter ce deuxième match et à marquer du coup ses premiers points en Première Ligue. Donc l'idée c'est de partir sur un Leeds vainqueur avec un handicap de -1, donc Leeds -1. Et je crois, Raphaël, que la cote est à 2,50, il me semble. Alors, je vais te dire ça, je la vois à 2,30. Mais 2,30 alors. c'est deux équipes promues, mais Leeds est clairement beaucoup mieux considéré par les sites de pronostics, dont notre partenaire, je répète, PMU.fr. Christophe, tu as subi de viles attaques de la part de Florent. Comment vas-tu répondre? En passant mes deux paris. Oh! En essayant de répondre sur le terrain. Mes deux paris, le premier c'est Everton-West Brom, victoire d'Everton -1, donc Everton avec 2 buts d'écart ou plus, c'est coté à 2,30. Everton, j'ai aperçu ce qui était fait contre Tottenham, c'était vraiment pas inintéressant, c'était pas incroyable, mais bon, déjà un gagné à Tottenham c'est pas mal. Tottenham qui, même si Mourinho n'a pas complètement redressé le club, avait quand même une moyenne de points qui n'était pas infamante, loin de là, sur la deuxième partie de saison dernière, et qui là avait quand même la plupart de ses armes. Victoire en ayant même l'occasion de gagner par une plus grosse marge. Donc là-dessus, tu peux te dire que si tu gagnes 1-0 à Tottenham, tu peux battre avec 2-3 buts d'écart des équipes plus faibles à domicile, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, parce que West Brom a pris 3-0 à domicile contre Leicester. Donc week-end compliqué pour les promus, et autant Leeds était intéressant et dans la lignée de son jeu de la saison dernière, autant West Brom et Fulham de vraies interrogations sur ce que ces équipes vont être capables de faire sur la durée. Peut-être qu'il y aura des points, mais au niveau du jeu, je suis pas 100% persuadé que ça sera fou. Et donc le fait, voilà, qu'une équipe qui a gagné 1-0 à l'extérieur et une qui a pris 3-0 à domicile, que le rapport de force puisse rester à peu près le même. Sachant que je pense pas qu'Everton soit nécessairement beaucoup moins fort que Leicester, et je pense que West Brom est largement inférieur à Tottenham. Voilà, Everton -1 à 2,30 sur un match de samedi à 13h30, donc qui sera en décalé, qu'on pourra suivre en télévision. C'est une cote qui, je vais pas dire est donnée, mais au-dessus de 2 pour ça, c'est assez intéressant pour une équipe à domicile, là. Merci pour ce premier pari. Daguette, tu vas pouvoir nous parler un peu de Leverkusen qu'on a juste cité dans ton deuxième pari. Oui, Leverkusen, mon pari, c'est que Leverkusen l'emportera à Wolfsburg à 2,30. Je t'avoue que la cote est dans les mêmes eaux, et c'est même rigoureusement la même. J'ai un peu plus de doutes sur ça. Mais j'ai vu, je le disais tout à l'heure, je suis tombé sur le multiplex de Bundesliga, et j'ai notamment vu cette victoire. Alors c'était contre une équipe amateur, je crois de D4, mais cette victoire de Leverkusen 7-0 en menant 6-0 au bout de 31 minutes. Et pour le coup, rien que ça, le fait que Leverkusen soit prêt aussitôt dans la saison, aussi offensif, et pas mal. Alors bien sûr, ils ont perdu Kai Havertz. Maintenant, outre l'arrivée de Patrick Schick, alors qu'il joue pas au même poste, mais dans l'absolu, vu que Kai Havertz jouait parfois numéro 9, tu te dis que Schick pourra occuper cette position-là. Je suis assez curieux de l'évolution de Florian Wirtz, qui a 17 ans, qu'on a aperçu sur des bouts de match, voire même des titularisations, après la reprise post-Covid sur la fin de saison dernière. Et ce que j'ai vu me plaisait pas mal. Donc assez curieux de voir s'il aura. Donc là, il a joué, il a marqué sur le match de coupe. Assez curieux de voir s'il aura du temps de jeu. Mais bref, je me dis que le Bayern, qui était, alors même s'il n'y avait pas une marge colossale entre deux équipes, parce que Wolfsburg n'avait pas fait forcément une saison infâme. Wolfsburg a gagné 4-1 en coupe ce week-end. Mais voilà, avec en plus le côté supporter, match à huis clos qui brouille un petit peu les pistes entre domicile et extérieur. Leverkusen qui gagne face à Wolfsburg, sachant que Leverkusen est a priori une meilleure équipe que Wolfsburg et semble déjà en forme, à 2,30. C'est mon pari, et puis ça permet de suivre un petit peu le travail de Peter Bosz, qui est bien meilleur du côté de Leverkusen qu'il ne l'était du côté de Dortmund. Avec un nom parfait pour travailler en Bundesliga. Florent, le programme des semaines à venir, des jours à venir même, c'est un gros programme. Ouais, gros programme, puisque pour nos abonnés sur Patreon, patreon.com/Vue du Bon Saga, on revient dès demain soir ou mercredi, on va voir en fonction du montage que l'on fera avec la fac, la 22e ou 23e FAQ, je ne sais plus où on en est. Donc voilà, ça va arriver très vite. En fin de semaine, puisque on approche quand même du 20 septembre, eh bien ça sortira dimanche prochain, le 9e épisode des 120, avec une classe
très très costaud pour ce mois de septembre, où il y aura du Pirlo, du Piqué, du Ibrahimovic, du James, du Thiago Alcantara aussi, et je ne sais plus les autres, mais c'est du lourd ce mois-ci. Du Robin Van Persie. Du Robin Van Persie aussi, merci Raphaël. J'ai déjà commencé à préparer, j'ai dû faire la moitié des joueurs et on risque d'y passer pas mal de temps, donc ça sortira dimanche prochain. Et puis Christophe, je ne sais pas quel est le prochain match des sagas U20, mais elles reviendront la semaine d'après en même temps qu'un autre épisode gratuit, puisqu'on reprend un rythme hebdomadaire. Christophe, est-ce que tu te rappelles quel match c'est ? Évidemment, parce que je l'avais vu en direct à l'époque, c'est le République tchèque-Argentine, où la République tchèque mène au score grâce à Martin Fenin, petit ange fauché en vol dans sa carrière de joueur, qui a très vite pris un mauvais tour, mais voilà, et finalement un doublé de Kun Agüero qui permet à l'Argentine de l'emporter, une Argentine avec des stars à tous les postes. Donc je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire sur les joueurs argentins de l'époque. Je les ai plus en tête, mais globalement, c'est toute cette génération Agüero qui, pour les 3/4, se retrouveront en sélection A par la suite. Et donc voilà, ça arrivera sans doute courant de semaine prochaine, d'ici donc la fin du mois de septembre, en même temps qu'un autre gratuit qui, Raphaël, je pense, sera sur le thème après les équipes à suivre cette semaine. Je pense qu'on attaquera les joueurs à suivre aussi lors de la saison 2020-2021. Ouais, et on peut vous teaser, hein, on parlera un peu de David Silva, parce qu'on voulait parler de la Real Sociedad, mais surtout à travers lui, on garde ça pour la semaine prochaine, puis on va réfléchir d'ici là à une quinzaine de joueurs comme ça qu'on évoquera. Il faudrait qu'on revoie l'année dernière qui on avait proposé et comment ça s'est passé pour eux. J'essaierai de retrouver ça. Il y a des fortunes diverses, j'ai vu tout à l'heure, Ouais. des fortunes assez diverses, notamment, alors c'était surtout des soucis, on va dire, physiques, mais on avait notamment parlé de Zaniolo, qui malheureusement n'a pas pu montrer tout son talent la saison dernière. Je crois qu'on avait... Ouais, non, vas-y, juste petite correction, c'est Zarate qui marque le deuxième but et non pas Sergio Agüero, tant qu'à faire, puisque j'ai la bonne information. Autant la donner tout de suite et se corriger. Très bien, tu fais bien. Merci à vous deux, les castors allumés, d'avoir été présents et si bons aujourd'hui. Merci à vous tous et toutes de nous écouter. On rappelle que maintenant, on est désormais hébergé sur Ocha. Je sais pas comment ça se prononce, mais je le fais un peu aristocrate parce que le nom me fait penser à ça. Ocha qui renvoie vers toutes les plateformes classiques d'écoute. Alors, il y a eu un petit retard la semaine dernière, Florent, il faut le préciser, sur certaines des plateformes, mais ça devrait, avec le temps, se régulariser. C'est rentré dans l'ordre a priori. On m'avait signalé des problèmes sur Spotify et Pocket Cast. Et Spotify, il a fallu 24 heures. Et Pocket Cast, je crois que dans le week-end, ça s'est réglé. Donc, normalement, vous n'avez aucun souci. Ouais, on espère que cette fois, ce sera direct. Mais on est toujours au moins sur une des plateformes facile à écouter, facile à utiliser. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.